L'émission d'aujourd'hui vous est proposée par Eurobois, le salon des techniques de transformation et de l'agencement. Rendez-vous du 6 au 9 février 2024 à Eurexpo Lyon. Et Felder, machine-outil pour le travail du bois pour l'artisan et l'industrie, présent à Eurobois du 6 au 9 février à Eurexpo Lyon. Plus d'infos en description. Bonne émission à tous. Aujourd'hui, dans le Parlons Pro, on va parler de bon boulot, on va parler de bois, on va parler de maîtrise, de passion du bois et de savoir-faire. On a voulu faire venir deux personnalités. Est-ce qu'on peut dire que la tonnellerie, c'est une forme d'ébénisterie ou pas? Moi, je dirais non. Tu dirais Ça dépend ce que tu mets dans le mot ébénisterie. D'accord, et avant d'en parler, maintenant que tu as la parole, Cyril Dumoutier, pour tous les bichons qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter s'il te plaît? Cyril, j'ai 48 ans. Ouais. Et je suis tonnelier, voilà. On peut se résumer à ça. Ça fait un bout de temps. Je suis tombé dans la tonnellerie en 98 en entrant dans un atelier de tonnellerie. Enfin, c'était un artisan qui était. Ouais. Je ne savais pas que ça existait. Hein. Mais en gros, j'avais un tonneau, il manquait un cerclage dessus. Je ne sais pas qui m'a dit va voir le tonnelier. Bon, ok, j'y suis allé. Et coup de foudre, coup de foudre, mais complet. Ah ouais. Je suis entré. Dans l'atelier, c'était. Il y avait. Ils étaient deux, donc c'était le père et le fils qui travaillaient ensemble. Donc le fils, il était pas loin de la retraite, tu vois, il avait presque 60 ans, et il bossait avec son père qui avait 85 balais, quoi. Mais marteau à la main, et puis enfin ça. Ah oui, en forme le gazier. Ouais, en forme, et puis ils m'ont fait un spectacle super, quoi. C'était. Ça faisait peut-être 40 ans qu'ils bossaient tous les deux. Donc à la fois, ils s'aimaient beaucoup, puis ils se supportaient pas. Enfin, tu vois, le truc, ils m'ont fait. Ouais. Et donc, il y avait le papy qui me disait « Mais regardez l'atelier !» Enfin, quand c'était moi qui tenais la boutique, tu vois, c'était autre chose, c'était rangé. Regardez là, il y a des cercles par terre et tout ça. Pas comme ce petit con. Pas comme ce petit con. Et puis le petit con en question, il me regardait, puis tu sais, il me faisait les yeux en l'air, genre « M'emmerde, il me saoule. » Et bon, c'était pour le côté, voilà, ça m'a bien fait rigoler, mais les voir bosser. Mais enfin, je m'en suis jamais remis, quoi. Tu vois, les odeurs, les sons, de les voir. C'est une pièce de théâtre. Ouais. La maîtrise du truc. Enfin voilà, lui, je l'ai regardé refaire mon cerclage. Je me suis dit, bon, alors que c'est rien, tu vois, faire un cerclage. Bon, une fois que tu maîtrises le truc, bon, t'as une bande de métal, tu mets des rivets, roule. Et le papy derrière, je le voyais cintrer. Il était en train de cintrer des petits tonneaux au feu. Voilà, un truc magique, quoi. Tu sais pas trop ce qui se passe, tu sais pas ce qu'il fait, puis c'est faire et à ce moment-là, je me suis dit, moi, je vais faire ça. Alors, j'étais pas souvent, c'est une voie que tu prends quand tu es dans une région où il y a du vin, où c'est un métier qui est connu, et puis tu fais ça, tu passes ton CAP, tu fais le truc classique. Moi, j'avais déjà 23, 24 ans. J'étais en légère errance professionnelle. Voilà, je savais pas trop. Oui, c'est ça. J'avais pas de guerre de trucs qui m'attiraient, pas de métier vraiment qui m'attirait. Et là, ça a été vraiment une bascule, quoi. Direct. Donc j'ai voulu faire ça. Donc j'ai déménagé, je suis allé apprendre ça, j'ai appris sur le tas. Et puis peu de temps après, je me suis mis à mon compte, j'ai fait mon atelier, et puis on en est là maintenant. Ça fait 20 ans que j'ai mon atelier. Donc là, on aperçoit 2-3 images de ce que tu fais, d'un petit vinaigrier. D'ailleurs, t'es pas venu les mains vides, t'es venu avec un petit vinaigrier. On parlera tout de suite après de tout ce que tu fais d'autre. Et on a une petite surprise. Juste avant de lancer la surprise, on va quand même demander à John, qui se représente pour tous les gens qui te suivent attentivement et qui voient qu'en ce moment, t'es de partout. C'est ça. Eh bien, John, j'ai 35 ans. Très bien. Je suis ébéniste. Créateur de contenu sur YouTube et formateur en ébénisterie. Et formateur en ébénisterie. C'est ça. Pas mal d'élèves et des élèves satisfaits. Hein. Satisfaits et assidus. Assidus. C'est important parce qu'il y en a beaucoup qui est facile d'acheter une formation, mais après, il faut la suivre. Donc, il y en a évidemment, je pense, certains qui l'achètent et qui ne la suivent pas forcément. Mais de la suivre, ça demande quand même un autre degré de discipline que si c'était en présentiel. Formation en vidéo, tu veux. Formation en ligne. Pour l'instant, mon but final, ça serait d'ouvrir un centre de formation, une école, un truc comme ça, pour aussi pouvoir faire des stages, des formations en présentiel. Mais bon, c'est next level. C'est l'aboutissement suprême. Voilà. Next level. Donc, tes formations à apprendre l'ébénisterie, tu filmes ça, tu vends ça une fois ou deux par an. J'ouvre les portes deux fois par an, pour l'instant, du moins, c'est comme ça que ça se passe. Pour que les élèves commencent à peu près en même temps, que je puisse les suivre de manière plus efficace. On va dire.
Et donc là, tu nous dis qu'ils sont assidus. Donc quand tu les as pas vus, ça fait 10-15 jours, tu dis les gars, rendez-moi les copies, contrôle, les gars sont pas mauvais. Oui, c'est presque ça, même si justement c'est en ligne, il y a cet aspect-là où avec la plateforme de formation, c'est assez bien fait parce que je peux créer des exercices et demander une preuve, une photo, un truc de l'exercice fini. Et ensuite, moi, je valide manuellement. Donc, par exemple, des exercices de sciage à la main, d'entaillage à la main, plus ou moins difficiles, etc. Et ils ne peuvent pas passer à l'exercice suivant tant qu'ils n'ont pas rempli et envoyé la photo du premier. Donc, moi, ensuite, je valide. En fait, c'est ça ? Ouais, après, oui, il y a tous les modules. Et après, il y a toute la partie, on va dire, il y a toute la partie théorique. Mélangé avec un petit peu de pratique pour pas que ça soit trop indigeste, trop indigeste, voilà. Et sur la partie après toute la théorie et une partie de la pratique, il y a le premier exercice pratique, c'est vraiment la maîtrise des outils à main, donc sciage à la main, entaillage simple, entaillage avancé, un projet de dessous de plat 100% à la main, c'est-à-dire on n'utilise vraiment aucune machine, comme s'il y avait pas de courant dans l'atelier, quoi. D'accord. Donc corroyage, dégauchissage, arbotage au rabot à la main. À la bougie. Ouais, quasiment. à la lumière du jour, on va dire. Et voilà, tout est fait à la main, quoi. Et ça, même si c'est quelque chose qu'on va pas faire tous les jours, évidemment. Oui, il faut savoir faire. Mais c'est important pour moi d'avoir les bases. Que mes élèves sachent d'abord utiliser les outils manuels avant de passer aux mécaniques, quoi. Et puis j'imagine aussi des conseils avisés parce que, bon, moi je bricole le bois, rien à voir avec vous, mais je bricole. Mais par contre, je serais incapable de choisir un bon rabot. Je me dirais, tiens, je prendrais un truc peut-être pas premier prix, pas trop haut de gamme non plus, mais quand des fois j'entends les gars, tu sais, qui font les marioles dans les salons, ils sont entre eux, c'est des cercles privés quand même, les ébénistes. Hein. Et t'entends les mecs, dis donc, t'as fait ça à quoi ? Waouh, au numéro 4, j'aurais peut-être utilisé un 3. Alors là, moi, quand ils me demandent, je dis ouais, je suis d'accord, mais alors je saurais pas faire la différence entre un 3 et un 4. Moi, j'ai un Stanley à la con, un truc que j'avais payé 30 balles il y a 20 ans et qui est pas terrible. Et je m'en sers une fois tous les 6 mois pour casser un angle d'un chevron. Tu sais que les vieux Stanley étaient de meilleure qualité que les Stanley actuels, quoi. Qui sont des daubes ultimes. Vraiment. Ça, c'est valable pour plein d'outils. Et ben alors justement, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je vous sens bien partir, t'as vu, il y a une petite ambiance qui monte là, hein, ça va parler. Avant de parler de ça, on va tout de suite lancer notre petite rubrique faite par Jade, qui est le Vox Populi. Salut, c'est Jade pour Bichon TV. La question du jour, préférez-vous acheter un meuble artisanal qui va être un petit peu plus onéreux mais qui va devenir un meuble de famille et que vous allez pouvoir garder toute votre vie, ou un meuble industriel que vous paierez un petit peu moins cher mais que vous pourrez changer plus régulièrement? Allez, c'est parti. Je suis plutôt quelqu'un qui fait en sorte de garder les choses longtemps, qui préfère avoir des choses de qualité et qui durent. Que j'achèterai toute ma vie, des meubles plus chers. D'abord, j'achèterai français. Ok. Et donc, longue durée. Non, on le boit quand même, correct. Vous préférez garder vos meubles très longtemps? Oui, éventuellement les passer à quelqu'un d'autre, mais oui. Ok. Alors déjà, c'est rassurant, tout n'est pas perdu. Hein. Très étonnant, mais tout n'est pas perdu. À tout sauf ça. Non, on n'a pas trié, on ne trie pas les réponses. Au contraire, même des fois, quand on rentre, on leur dit, mais là, vous avez pipoté le truc. Non. Et on a demandé à 10 et les 10 nous disent ça. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Est-ce que ça reflète la majorité de la population? C'est pas sûr. Mais enfin, toujours est-il que ça prouve qu'on a encore des gens qui s'intéressent au beau. Et alors, le beau, parlons-en. Moi, j'aimerais introduire cette émission avec un petit teaser. Parce qu'on va parler de bon boulot pendant 1 heure, 1 heure et demie entre nous, peut-être un peu plus, un peu moins. On va parler de plein de choses. On doit vous avouer quelque chose, les bichons. C'est qu'il y a quelques années, nous avons pris nos caméras, des belles caméras, du beau matériel. On a chargé la voiture à ras la gueule. Et figurez-vous qu'à l'époque, il y a déjà au moins 2 ans, on a été peut-être même plus 2 ans hors taxe. On me dit à l'oreillette 2 ans hors taxe. On a été traîner nos caméras
chez Cyril, dans son patelin là-bas, où on l'a suivi pendant 1 jour ou 2. Et figurez-vous qu'à l'issue de ces 2 journées de tournage, on a sorti un documentaire. Alors, un documentaire fabuleux. La plupart des bichons qui vont nous écouter, ne mettez pas l'émission en pause pour le retrouver, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il est introuvable. Ce n'est pas possible de le voir pour l'instant, parce que ce documentaire était, selon nous, et c'est subjectif, tellement réussi qu'on a décidé de le présenter dans un festival. Alors, on était fiers comme des pans, on s'est dit on va peut-être obtenir une palme, etc. C'est du bon boulot. On a tout inscrit au festival, et une fois qu'il était inscrit, on s'est rendu compte que l'article numéro 1 du festival, c'était « Tant que vous n'avez pas la réponse, interdiction de diffuser ». Alors du coup, on s'est retrouvés comme des cons, et depuis, on attend. Toujours est-il que ce documentaire est bien fait et qu'on a quand même bien évidemment la possibilité et l'autorisation de diffuser une bande-annonce. Une petite bande-annonce qu'on a fait, et figurez-vous que pour nous c'est un moment d'émotion, et c'est un moment d'émotion aussi pour Cyril, puisque ça fait plus de 2 ans que ça a été tourné et il n'a jamais vu aucune image de ce documentaire. Et ce documentaire, on doit féliciter Guillermo, qui est le monteur un peu pointilleux et tatillon de la bande, qui a passé des dizaines, je dirais même des centaines d'heures dessus. Et donc, c'est pour ça qu'en exclusivité dans cette matinale, dans ce podcast, on va vous faire découvrir cette bande-annonce en exclu. C'est parti. À l'origine, le tonneau, ça sert à transporter des marchandises, parce que ça roule, ça se bascule, ça pivote facilement. Ce qui me plaît le plus, c'est mais déjà, c'est la matière, le bois. Je savais même pas que ça existait, ce métier. Donc je suis allé voir, on m'a dit, mais va voir le tonnelier. Et j'y suis allé, et en fait, j'en suis jamais ressorti, quoi, parce qu'en entrant dans cet atelier, j'ai fait un blocage, mais... On est dans une ferme, en famille, je vis avec ma femme et 4 enfants, et je suis tonnelier. Un détail important. Alors, moi, ça me rassure, parce qu'il existe en vrai, alors. Il existe en vrai, ce n'est pas une légende. Et au-delà de ça, je dois dire qu'on a été peu nombreux à le voir. 5-6. Ouais. Sur les 5-6, je crois qu'il y a 80% qui a tiré un petit brin de larmes, tu vois. Ah ouais. Non, vraiment, moi, je l'ai regardé au moins 3-4 fois. À chaque fois, les frissons jusqu'ici. Et je pense que quand ça va sortir, ça va inspirer beaucoup de gens. Et ça laissera une belle trace pour tes enfants, etc. Ouais. Donc, merci pour ta confiance. Et je te rassure, on ne t'avait pas fait perdre 2 jours pour rien. Donc, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Comment vous en êtes arrivé là? Et tout à l'heure, on parlait justement, comment pourrait-on définir l'ébénisterie et définir la tonnellerie? Est-ce que, selon vous, il y a des atomes crochus? Est-ce que l'un a déjà essayé l'autre, d'abord? Non, non plus. Non. Moi, je suis un peu monomaniaque en bois, c'est-à-dire qu'il y a... tu sais, souvent, il y a pas mal de gens qui partent du principe qu'à partir du moment où tu t'aimes travailler le bois, bah, tu vas aimer tous les domaines. Tu vois, Loïc qui parlait du tournage, l'ébénisterie et tout ça. Et en fait, alors je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais moi, c'est la tonnellerie. Ouais. Point, tu vois. Je suis d'accord. Ouais. Oui, c'est vrai que moi, par exemple, parce qu'il y a beaucoup, on va sûrement en reparler, mais les différences entre menuiserie et ébénisterie, par exemple, pour moi, il y a une vraie différence, et la menuiserie ne m'attire absolument pas, quoi. Faire de l'agencement, même s'il y a des ébénistes qui font de l'agencement avec des matériaux d'exception, avec une recherche, etc. Ouais, moi, il y a vraiment un truc qui me manque et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce métier à la base, en fait, quoi. J'aurais pu choisir menuisier, mais je savais que je voulais faire ébéniste parce que c'est ce côté créatif-là que je voulais absolument. Et... Moi, encore une fois, je suis absolument pas un professionnel du bois, mais par contre, ça m'intéresse à mort. Hein. C'est une passion. Hein. Je pourrais passer des semaines dans un atelier à faire des trucs.
Et malgré tout, j'aime la menuiserie, faire une petite fenêtre avec un petit cadre croisillonné, etc. Mais tu vois, par exemple, si je devais faire un choix, alors vous allez complètement basculer de vos chaises, mais si je devais faire un choix, par exemple, je préférerais presque même la charpente. Parce que j'aime ce côté un peu grossier, ciseaux à bois, gros assemblage, etc. Et c'est vrai que ça a plus tendance à m'attirer. Je prends souvent l'exemple de notre ami commun, Samuel Mamias. Qui est quelqu'un que je suis depuis des années. Et je l'ai vu faire des choses pareilles, un peu comme toi, enfin comme vous, en ébénisterie, très pointues. Où il faut... Enfin, je veux dire, le gars, il se boit tisane sur tisane pour être ultra calme et faire... Rien que de le voir faire, ça m'énerve. C'est des caractères. Si tu m'offres un puzzle, je te le balance à la gueule. Ça, c'est vrai que... Ou à 2 pièces. un 2 pièces, j'y arrive. Mais c'est vrai qu'il faut avoir le caractère pour faire ça. Est-ce qu'il faut un caractère calme ? Est-ce que c'est un trait de caractère ? Parce que j'ai pas l'impression que non plus tous les charpentiers sont énervés, tous les menuisiers sont énervés. Ou est-ce que c'est une vraie affinité à la technique, aux matériaux ? Moi, je crois que c'est ça. Ouais. C'est plus à la technique qu'aux matériaux. Ce que je te disais, moi, le bois, c'est une chose, c'est une matière. Tu as tellement de manières de travailler ce truc-là et tellement de possibilités. Tu vois, tu vas de la marqueterie à la charpente. Bon, ça n'a rien à voir, quoi. Tu as un travail qui va être de l'orfèvrerie, des trucs super minutieux et tout ça. Et puis en charpente, moi j'ai des potes qui sont charpentiers, je pense à Gustave en particulier, qui lui fait tout à la main. Ah ouais. Il recherche des techniques médiévales et il fait de l'équarrissage. En gros, il prend un tronc et il taille une poutre, quoi. Son truc, c'est ça. Et pareil, monomaniaque, mais enfin voilà, et charpentier. Tu lui feras pas aimer la marqueterie. Tu vois, lui, il est dans le fonctionnel. Il va se fabriquer une charrette en bois, un râteau, un machin, tout ce qu'il veut. Il se fait des appentis, il se fait sa maison, il se fait tout ça. C'est du brut fonctionnel. Voilà. C'est, tu vois, une affinité avec le truc efficace et tout ça. La déco, ça l'intéresse pas. D'accord, voilà. mais bon, déjà, je note que si un jour on veut faire un reportage sur un mec comme ça, je t'appelle tout de suite. Jusqu'à quel point vous poussez le vice ? Demain, votre moitié vient vous voir en disant « Dis donc, tu me ferais pas un petit confiturier pour mettre dans l'entrée ?» Ça vous fait gerber ? Ou alors vous dites « Oh, je vais peut-être quand même essayer de le faire ?» Ou alors est-ce que vous dites « Oh non, me demande pas ça hein. !» Si, il y a pas longtemps, j'ai fait une planche à découper. Ah ouais, d'accord. J'ai passé un bout de plateau de chêne dans la raboteuse, impeccable. Et fin du bal. Oh, très bien. J'ai cassé les arêtes quand même. Hein, voilà. Je sais pas avec quel rabot, tu vois ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. J'ai pas le... Ouais. L'outillage et le matériel, on en parlait tout à l'heure, c'est important. Comment on choisit son outillage, son matériel ? Parce que là, bon, en plus, toi, t'es venu avec des outils que... Alors là, c'est vraiment... Jade est venue tout à l'heure, elle a dit, mais ça sert à quoi son truc ? D'ailleurs, je sais même pas quel nom ça a, et il faudra l'expliquer pour ceux qui nous écoutent en podcast. Hein. Ça, c'est une chasse. Pour amener un outil, j'ai hésité en plein de trucs. Puis il y a des outils qui sont super jolis, avec des lames, des doloirs, des trucs comme ça, qui sont vachement chouettes. Ça, c'est vraiment le plus représentatif de la tonnellerie parce que c'est l'outil, en gros, avec le marteau qui est classique. Et la chasse, c'est le prolongement de nos mains, quoi. On a toujours ça dans la main, ça sert à serrer les cercles. Donc, en gros, tu as une petite partie métallique qui vient prendre appui juste sur l'épaisseur du cerclage, tu sais, des tonneaux. Et puis, une partie, il y a plusieurs modèles de chasse. Celle-là, elle est en bois, parce que moi, j'aime bien. Et on vient taper dessus pour enfoncer les cerclages, pour serrer toutes les douelles là. Et voilà, tu tournes autour et on a tous déjà vu ça, quoi, des images d'un tonnelier qui enquille des coups de marteau sur les cerclages, sur la chasse du coup. Et c'est vraiment les deux outils qu'on a toujours en main parce que dans la fabrication d'un tonneau, il y a pas mal de découpe du bois, il y a pas mal d'usinage, il y a des trucs assez précis au niveau des angles et tout ça. Mais la plus grande partie, c'est de l'assemblage et c'est de serrer et desserrer les cercles à nombreuses reprises. Donc du coup, ces outils-là, on les a vraiment. Et alors là, ça m'amène la question suivante, c'est-à-dire la tonnellerie. Bon,
Et encore plus la tonnellerie rurale. D'ailleurs, tu nous expliqueras la différence. Hein, la tonnellerie nécessite quand même certains outils spécifiques. Ouais. Tu arrives encore à les trouver ou est-ce qu'il faut aller chez un forgeron en disant « Dis donc, Dédé, fais-moi donc un truc comme ça » Mais ce qui est chouette, c'est que ça fait allez, 10-20 ans qu'il y a plein de gens qui se remettent à faire des métiers comme ça. Des taillandiers. Voilà, tu vois, qui font des outils. Donc c'est une base de forge, mais le taillandier, il est spécialisé pour faire des outils qui taillent, quoi. Donc il va faire des doloirs, il va faire des haches, il va faire des choses comme ça. Il va faire des, comment ça s'appelle, des planes. Ah, planes, ouais. Ça c'est un outil que j'utilise beaucoup aussi, la plane. C'est fabuleux. Et du coup, on retrouve, alors on trouve déjà beaucoup d'outils qui existent encore. Tu vois, qui ont été fabriqués il y a longtemps, mais qui sont encore... La herminette, oui, tout ça. Ouais. Donc ça, tu peux en trouver dans les vides-greniers, facilement, quoi. Ou des brocantes, des vides-greniers, puis même sur Internet. Des fois, tu regardes sur des sites des trucs de vente d'occasion, ça se trouve assez facilement, quoi. Et souvent, tu vois, on parlait tout à l'heure des outils qui étaient un peu meilleurs. Moi, il y a une différence énorme entre la qualité de l'acier, tu vois, qui est utilisé pour faire ces outils-là. Vous voyez une vraie différence entre un vieil outil qui a vécu et un truc moderne maintenant qui est moyen. C'est vrai. Ouais. D'accord. Même pour un fer de raboteuse. Oui. Les trucs modernes, mais c'est incroyable, quoi. Ça tient pas. Bon, pour dégrossir mon bois, je rabote pas mal, donc c'est vrai que c'est du chêne. Bon, c'est pas le bois le plus tendre. Mais j'ai une petite raboteuse un peu récente, mais ça se désaffûte très très vite. Et puis là, depuis 2 ans, là, j'ai une vieille raboteuse, vraiment les vieux modèles Guillet, enfin tu sais, un truc... qui fait 2 tonnes 8. Ouais, c'est ça. Quand t'appelles des potes pour déménager ça, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Là, les mecs, ils se cassent en cours. Ouais. Moi, j'ai déménagé tout un atelier de tonnellerie comme ça il y a 2 ans. On s'est bien marré. Bref, et donc la raboteuse, tu vois, c'est des fers de 50. 50 cm. Les fers, alors la raboteuse, là, je lui en enquille joyeusement, quoi. Les fers, je les affûte 1 fois par an. Voilà. Depuis que je l'ai, ça fait 2 ans, j'ai affûté les fers 1 fois pour la mettre en service. C'est incroyable. Et une autre fois à la fin de l'année où je me suis dit, quand même, faut que je les affûte. Oui. Mais tu sais, limite, c'était presque pas nécessaire. Que ça coupait mal, non? Incroyable, tu t'es dit... Voilà, la qualité du métal qui est pas la même, quoi. Et donc ça, tu amènes chez un affûteur? Peut-être l'affûteur... Non, je le fais moi-même. J'ai arrêté les affûteurs parce que t'en étais pas archi... J'en étais pas archi satisfait, c'est ça. Ouais. D'accord. Donc j'affûte moi-même. Il se trouve qu'avec cette raboteuse, j'ai récupéré l'affûteuse qui va avec. Donc ça, c'est chouette. C'est ça aussi le truc à l'ancienne, c'est que généralement le produit était pensé pour que tu puisses aussi l'entretenir. Et les mecs faire tout dans l'atelier, quoi. C'est ça. Si tu as une version hélicoïdale avec des plaquettes carbure, c'est ça, tu changes les plaquettes. C'est génial, mais il faut les changer de temps en temps. Ouais, c'est bien aussi. Tu commences par les tourner. Alors ça, pour moi, ça c'est déjà un progrès fulgurant. C'est un progrès fulgurant, mais et puis surtout, ça a aussi un avantage, c'est que le jour où tu prends une pointe ou un caillou, tu tournes une plaquette. Et puis c'est bon. Donc ça c'est quand même pas mal. Comment tu rabotes, etc. T'as un peu d'électroportatif, là c'est même plus de l'électroportatif, c'est de la machine d'atelier. Toi aussi en ébénisterie, t'as aussi de la machine d'atelier, j'imagine. Ouais, s'il y a format, d'égout rabot. J'ai pas de toupie, mais j'ai une défonceuse sous table. Ça résume à ça, pour l'instant. Après, j'ai un petit atelier, j'ai 28 mètres carrés à peine. Donc, Oui, mais enfin, l'ébénisterie, ça nécessite pas de gros ateliers, non? À part si tu te mets à faire de la grosse table de 6 mètres de long. Oui, mais je veux dire, si à format, tout de suite, ça prend une place énorme, en fait. C'est surtout ça. Et puis, en plus, avec un débattement pour le chariot, etc. C'est surtout ça, en fait. Mais non, mis à part ça, après, j'ai un petit peu d'électroportatif et puis maintenant, ça fait le job. Ça fait le job. Toi aussi, un peu d'électroportatif ou que de l'outil à l'ancienne? Non, c'est un mix des deux. Ça dépend ce que je fais aussi. Et maintenant, j'ai vraiment des machines de grosses bécanes en fonte, un peu comme la raboteuse, quoi. Mais en gros, tout ça, c'est l'atelier que j'ai récupéré. Donc, dans le fameux atelier où j'ai découvert la tonnellerie, d'accord. J'ai racheté toutes les machines qui étaient là-dedans. Parce que le monsieur il est décédé il y a 4 ans maintenant.
Et son fils m'a revendu toutes les machines parce que bon, lui, il les a gardées un peu, tu vois, le côté affectif. Voilà, il savait pas trop s'il voulait faire un musée, faire un truc comme ça. Puis bon, au final, il les a vendus parce que... parce que la tonnellerie l'intéressait pas plus que ça, quoi. Ouais, non, c'était... il travaille le bois. Ouais. Mais tu vois, alors qu'il a été baigné dedans tout petit, quoi. Hein, il était tout gamin, il traînait dans l'atelier, tout ça. Mais les tonneaux, non, ça l'a pas intéressé. Donc lui, il fait plus de la menuiserie, tu vois. Donc c'est des vieilles bécanes en fonte, tu sais, genre début 20e siècle, quoi. Hein. C'est du... Oui, du Laurent, du Guillet, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Et des trésors, quoi. Des Roblants de l'époque. Ouais. Et des machines en plus très spécialisées pour la tonnellerie. Il y a des trucs incroyables, quoi. Des trucs qu'on retrouverait plus aujourd'hui, peut-être. Dans des versions plus modernes, beaucoup... très améliorées, commandes numériques, voilà. Et celles-ci, celles que j'ai là, elles sont d'ailleurs elles sont un peu recherchées quand même parce que ça permet dans certaines tonnelleries industrielles, c'est très très mécanisé. Ils les utilisent encore de temps en temps pour passer les bouts de bois qui sont qui rentrent pas dans le truc. Oui. Quoi. Les moutons à 5 pattes. Voilà. T'as le standard, puis un bout de bois qui est pas assez large, par exemple, et qui rentre plus, qui passe plus dans la machine numérique. Ils vont pouvoir le travailler quand même avec ces bécanes. Justement, avant de parler des bouts de bois, comment tu les reçois, etc. Ouais. Explique-nous donc pour tous ceux qui nous écoutent, tonnellerie rurale. Ouais. C'est un terme que j'utilise moi parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à me dire tonnellerie d'art. Tu vois, tu parlais de tonnellerie d'art. Oui, parce que ça dans les métiers d'art. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi on te dit la tonnellerie d'art ? Parce que nous, on te connaît, on a été te filmer. Bon, les gens n'ont encore pas vu le docu, mais quand tu as besoin d'une baignoire en bois, tu vas pas voir un mec qui fait des foudres de 4 mètres cubes de vin, tu vois ce que je veux dire ? Encore qu'il te la ferait, mais c'est bon. Ouais, ça le ferait peut-être même plus chier qu'autre chose. C'est ça. Ça dérangerait son process habituel. Il dirait qu'est-ce qui m'emmerde le bobo là avec sa baignoire en bois. Il peut pas aller chez Géberit s'acheter un truc et puis terminer quoi. Donc comment ça se passe chez toi que t'as décidé toi de faire de la tonnellerie rurale? Alors ça n'a pas été au début. Je faisais un petit peu. C'est parti un peu dans tous les sens. Hein. Quand je me suis installé, donc ça fait en 2003. Un peu plus de 20 ans, ça partait un peu dans tous les sens parce que j'aimais bien quand même le côté un peu créatif et tu vois, Loïc parlait tout à l'heure de faire des trucs avec des morceaux de tonneaux, donc j'ai fait un petit peu de mobilier à mon niveau parce que j'ai pas de formation dans ce domaine-là. Voilà, il y avait un petit peu de création, de trucs voilà, un peu plus esthétique, tu vois, où je cherchais mais qui était pas de la tonnellerie. Donc et petit à petit, j'ai commencé à être contacté, en fait, c'est parti de troupes médiévales. Tu sais, tu as des fêtes médiévales, et puis tu as des gens qui sont costumés, qui font des campements, où il y a des tentes. Ils essayent de recréer les conditions de vie de l'époque qu'ils ont choisie. Parce qu'on dit médiéval, bon, le Moyen-Âge, c'est quand même assez vaste. Et puis, t'en as qui vont se mettre en armure avec des épées, puis se taper sur la gueule. T'en as qui vont faire de la cuisine, essayer de retrouver des recettes de cuisine et tout ça. D'autres qui font de l'artisanat, tu vois, moi, j'ai des copains qui sont forgerons, qui font des épées, des reproductions, tu sais, d'épées qui ont été trouvées en fouilles archéo et tout ça. Et puis tous ces gens-là qui font des campements, il leur faut du matos, quoi. Pour des camps de vie, il te faut un seau, il te faut un tonneau, il te faut tu vois, des seaux pour aller chercher de la flotte et tout ça. Et donc j'ai commencé à faire ça, faire des pièces qui se fabriquent plus vraiment maintenant, parce que plus personne n'a besoin d'un seau en bois, tu vois. C'était très répandu, la tonnellerie. Si tu remontes au début du XXe siècle, des tonneliers, t'en avais, mais partout, dans tous les villages de France, parce que ça répondait justement à un besoin quotidien pour tout le monde. Primordial, quoi. C'était comme... Tu vois, t'as des seaux pour aller au puits. Voilà, t'as une baratte pour faire du beurre, t'as un saloir, des saloirs dans toutes les fermes. Vinaigrier. Tout ça, c'est les tonneliers avaient du... Puis rien que le vin, quoi. T'as le marchand de vin qui passe avec ses fûts, puis toi tu sors ton petit cartot de la cave, tu le fais remplir, et puis voilà quoi. Et puis tout le monde avait peut-être, moi je pense à mes parents, à mes grands-parents pardon, qui avaient 2000 mètres carrés de vignes, pas pour faire commerce, mais pour s'en sortir une poignée de bouteilles pour l'année. C'est horrible, tu fallait se cramponner à la table quand tu bois ça. Il faut avoir la flore intestinale adaptée. Mais le pépé était fier de sortir ça, 20 dieux. Le violet, la truc violet. Tu avalais ça, tu te foutais ça sur le pantalon, c'était foutu. Il n'y avait plus rien à y faire. Mais enfin, il fallait... Ils appellent ça du 23. Il faut être 3, t'en as un qui boit, puis 2 qui le tiennent. Tu sais.
Mais en gros, ouais, voilà, moi c'était petit à petit, je me suis tourné vers vraiment des fabrications de plus en plus avec un caractère historique, tu vois, faire des reproductions d'objets de fouilles, en bossant avec des archéos, avec des passionnés d'histoire et tout ça. Et puis ça m'a fait redécouvrir toute cette, ce que j'appelle maintenant de la tonnellerie rurale. C'est ça, quoi. C'était tous les objets, tous ces saloirs, toutes les barres à tabeure, Qui avaient une vraie fonction, en fait, dans la vie. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qui étaient vraiment courants, en fait. Tu vois, de la vie quotidienne pour tout le monde, quoi. Donc, en gros, voilà, moi, je me suis petit à petit rapproché de ça. Et puis maintenant, je fais plus que ça, quoi. Et alors là, maintenant que tu fais plus que ça dans ton village, vous faites, je dis vous, parce qu'il y a toi et ta femme qui est active sur les réseaux. Hein. Des fois, elle met les photos, elle dit tiens, on a acheté une nouvelle petite lumière, alors on teste. J'y suis. Hein. Mais à chaque fois, je me dis, mais il est encore en train de faire des commandes. Qui sont donc ces clients qui ont donc tant besoin de choses comme ça? Parce que dans une étude de marché, on va pas se mentir, ce serait pas flagrant. Moi, si demain je vais voir mon banquier en lui disant dis donc, j'étais plombier chauffagiste et j'ai valorisé le bâtiment, j'ai eu des studios, j'ai fait de la vidéo pendant 20 ans, bon, j'en ai plein le cul, je vais faire des vinaigriers. Allez, hop, le mec, il va dire malheureux, il est fou celui-là. Et malgré tout, tu as quand même une clientèle, tu arrives à vivre de ça, explique-nous un petit peu, parce que ça, c'est le côté inspirant. Les jeunes qui nous écoutent peuvent peut-être avoir envie de se... Parce que là, pour le coup, c'est un vrai retour aux sources. Sources de bon sens paysan, parce qu'en plus de tout ce que tu nous as dit de faire des objets utiles, de par leur conception, ils sont quasiment réparables et garantis à vie. C'est le principe. Quelqu'un qui achète un tonneau peut le faire réparer 3 fois, le donner à ses enfants, ses petits-enfants, et ça traverse les centaines d'années, quoi. C'est ça. Les siècles. Il y a encore, tu vas dans des caves, il y a encore des foudres, tu parlais des foudres tout à l'heure. Il y en a qui ont 200, 300 ans, qui sont toujours en activité. Quoi. Si c'est bien entretenu, c'est utilisé. Comme toutes les pièces qu'il y avait en ébénisterie ou en menuiserie, même fonctionnelles. Un pétrin en bois. Tu as des pétrins en bois qui ont 300 ans, hein, et pourtant, ils en ont vu du truc. Hein. Alors moi, ce que j'aime bien aussi dans la démarche qu'on a, c'est de ramener un peu des gens au côté pas facile, tu vois, pas forcément facile des choses. C'est-à-dire que si tu veux un seau, je fabrique des seaux en bois, il y a des gens qui peuvent être attirés par ça parce que c'est un objet qui est joli et parce que tu peux vite te dire oh tiens, je mettrais bien un petit seau à côté de la cheminée pour le folklore. Pour le folklore, pour la déco, ça se comprend, mais ça marche pas en fait. Parce que c'est un objet qui est fait avec plusieurs morceaux de bois qui sont tenus par les cerclages. Et c'est tout. Il y a pas de colle, il y a pas de clou, il y a rien qui tient tout ça. Je croyais que tu mettais du silicone en il saigne du nez, le gars. Non, ça n'existe pas. Tout en résine. Tout en résine époxy. T'as suivi la formation de Joe, tu vois. Il a fait une formation sur la résine, Joe. Hein. Mais du coup, tu vois, c'est des objets qui demandent à être utilisés, en fait. Un seau. Pour le garder en forme, faut que tu l'utilises, faut qu'il voie la flotte. Faut qu'il gonfle un peu. Et il faut qu'il gonfle un peu, et puis après, il faut qu'il continue à être utilisé. Parce que si tu t'en sers une fois et que tu le poses, et que tu le laisses 2 mois comme ça, il va sécher, le bois, il va se rétracter, les cerclages, ils tombent, pouf, et tu le fous dans la fleur, et tu le fous dans la cheminée. Surtout si tu le poses à côté de la cheminée, tu finis de le faire sécher, les écarts de température, c'est des choses à vivre, en fait. Et j'insiste beaucoup parce que il y a des clients, des fois, qui veulent, par exemple, une baignoire. Je leur demande pour quelle utilisation, enfin à quel endroit ça va être, parce que par exemple si c'est dans une maison, une résidence secondaire, tu vois, où les gens sont 2 mois par an et puis le reste de l'année il y a personne, c'est une mauvaise idée. Parce que, tu vois, il y en a qui ont essayé. On a 2 cercles et plein de plans. Au bout de 2 mois, tiens, il y a quelqu'un qui a dû nous piquer la baignoire et il nous a mis un tas de bordel à la place. Mais là pour une baignoire, tu mets pas un revêtement époxy quand même à l'intérieur? Non, rien. Brut. Mais alors, c'est ça qui est intéressant parce que justement, on pourrait avoir tendance à se dire est-ce qu'il n'y aurait pas des techniques qui permettent de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire de dire bon, on est sur de la vraie tonnellerie,
Mais effectivement, même si ça se faisait pas il y a 300 ans, moi je tout ça dans la résine. Moi je prends le parti de la traiter comme ci comme ça et comme ça je coupe court à toutes les emmerdes que vous pourriez avoir. Ouais, c'est pas ma démarche. Moi quand il y a des gens qui veulent, il y en a qui veulent un truc et puis qui sont insistants pour avoir ce truc, même si tu leur dis que tu vas pas le faire parce que c'est pas ça que tu fais. Et que ça va mal se passer parce que l'utilisation qu'ils veulent en faire, ça va pas, ça va pas aller. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Mais on peut, moi, ça sort du domaine de mes compétences. Tu vois, quand on me demande quel traitement on pourrait mettre sur une baignoire pour que ça tienne, est-ce qu'on peut, c'est une solution. Hein, tu vois, de la tremper dans un bain de résine, nickel, ça se fait. Hein. Moi, je le fais pas parce que ça sort de la tonnellerie. C'est plus mon métier. Et c'est pas ce que je propose, tu vois, c'est pas dans le dans la philosophie quasiment. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est un peu comme c'est un peu la même chose que quelqu'un qui ferait par exemple une épée ou un bouclier et qui dirait à ses clients, écoutez, j'ai fait une épée comme à l'époque médiévale, par contre si tous les mois vous allez pas la badigeonner d'huile avec un chiffon, elle va rouiller. On pourrait être confronté à un client qui dit bah on va la vernir ou quoi que ce soit, et que le gars dira bah non, c'est pas... Enfin, voilà. C'est ça. Donc, pas de finition, c'est toujours brut. Ah, c'est toujours brut ? Bah oui. Tu montes dans une baignoire, tu peux pas avoir une écharde qui transperce la peau comme ça. Non, mais tout est étudié. Non, mais je demande... Brut, mais fini quand même. Ouais, mais même fini, moi les finitions, je fais à la plane. Je fais pas de... T'as pas de ponceuse ? Je m'en sers pas. D'accord. Dans l'atelier, là, j'ai récupéré un tour à poncer, tu vois, c'est un... Ouais. Et puis le problème, c'est que tu fais tourner ton tonneau, puis tu passes du papier de verre dessus, mais t'es pas dans le sens du fil. Ouais. Et puis ça veut dire qu'il faut mettre un masque à poussière, qu'il faut, tu vois, c'est des machines. J'essaye de faire le moins de machines possible. Je m'en sers pour usiner, pour dégrossir le bois, tu vois, parce qu'on ne peut pas tout faire à la main, il faut que ça soit viable quand même. Sauf pour des commandes spéciales. Hein. Moi, il y a des gens qui font de la reconstitution et qui me commandent des trucs où le truc, ça fait partie de leur démarche de reconstitution. Tu vois, des puristes, ils veulent... Aucun truc mécanique. Quoi. Voilà, pas de mécanique, que des outils à main. Okay. Moi, je m'éclate à faire ça, c'est super. Mais voilà, c'est une démarche un peu... différente, un peu différente. J'ai complètement oublié ta question. Mais non, mais c'était une question toute simple que j'ai oubliée aussi. Si on parlait des échardes. Aucun traitement. Ouais, c'est ça. Tu n'utilises pas de ponceuse. Et non, parce que le bois qu'on utilise, tu vois, pour des questions d'étanchéité, on n'utilise pas... Le chêne qu'on utilise, c'est pas du plateau, c'est pas débité à la scie, c'est fendu. On appelle ça du mérin, donc c'est tu pars d'une bille, et c'est fendu. Mais là, tu commandes ça à qui ? Parce que moi, je saurais même pas. C'est logique. À qui d'autre j'ai un pote mérandier qui est à côté d'un taillandier qui est à côté. C'est ça. Donc les mérandiers, ils sont spécialisés dans le débit du bois, tu vois, abattage et débit pour la tonnellerie, spécialisés pour la tonnellerie. D'accord. Donc alors il faut déjà des arbres qui soient jolis, tu vois. Faut pas un truc qui est poussé un peu de traviole. Moi, on m'a toujours dit quand j'allais acheter du bois. Ouais. Les premiers servis, c'est toujours les tonneliers. C'est vrai. Et après, c'est les ébénistes parce qu'ils veulent du patati patata. Ouais. Mais les tonneliers sont toujours les premiers servis. Ouais. Je sais pas justement si tu avais déjà entendu ça ou si c'est vrai. Ah ouais ? Ah ben on m'a toujours dit ça. Du coup, les tonneliers, vu qu'ils vont pas en Syrie. Non. Vu qu'ils vont chez un mérandier, c'est pour ça que moi j'ai jamais entendu. C'était peut-être pour la vente sur pied. Peut-être, je sais pas. Peut-être. Peut-être. Ouais. Mais même des scieurs m'ont toujours dit, quand il y a bien sûr du chêne, les premiers qu'on appelle toujours, c'est les tonneliers. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, parce que si en plus ça nécite d'être fendu, il y a une valorisation qui est... Et pourquoi fendu et pas scié pour ceux qui... Pour l'étanchéité. Tu as plusieurs raisons. Pour le cintrage déjà. Tu pars d'une pièce de bois qui est droite, et pour donner la forme ventrue là, du tonneau, on tord le bout de bois. Tu vois, c'est pas taillé dans la masse avec cette forme. Donc il faut que la fibre du bois soit complète pour que ça puisse se cintrer sans que tu aies de casse. Tu vois, si tu as un contre-fil, si tu as deux fils qui se chevauchent, au moment où tu vas cintrer ta pièce de bois, ton fil il s'arrache, quoi. Ça casse ton morceau de bois. Ça, puis des questions d'étanchéité aussi. Ouais. Tu auras beaucoup plus de facilité à avoir une étanchéité tout de suite
Parce que ta fibre, elle est complète sur toute ta longueur de bois. Donc en bois de boue aux extrémités, c'est là que tu as les entrées où le liquide peut passer, quoi. Mais sur toute la face intérieure, il n'y a rien qui peut passer. Comme tu es dans le fil, tu n'as forcément pas d'écharpe, quoi. Il n'y a rien qui te dépasse, tu vois. Moi, je suis passionné par cette discussion parce que des fois, je me dis, j'arrive à peine à couper un tasseau droit, mais je me dis, comment vous faites pour fendre des trucs droits comme ça alors là, là, je suis sûr, je saurais même pas comment m'y prendre. Mais là, il y a de la chute. Hein. Si tu pars du morceau de bois brut sur une bille, t'en mets 80% à la poubelle, quoi. En fait, non, après, ça part chez les ébénistes. Et non, le problème, c'est que c'est très peu valorisable parce que c'est de la chute de fente, justement. Donc parce que toi, tu le commandes comment, le bois? C'est-à-dire que tu le commandes au mètre cube, au plot Mais je veux dire, c'est pas toi qui le fends, quoi. T'as pas un tronc d'arbre qui est posé dans la cour. Non. Ça, je peux le faire éventuellement sur une petite bille, tu vois, toujours pareil pour le côté... folklore. Voilà. Mais non, c'est toi, tu dis, moi, je veux 1 mètre cube de bois fondu qui fait 1,20 m de long, et puis tu reçois ça dans la cour. C'est ça, Le process de séchage est le même ou il y a un truc spécifique aussi? Alors, c'est séché, le bois qu'on utilise. Alors là, après, c'est pour des côtés plutôt gustatifs, tu vois, pour vraiment tout ce qui concerne la tonnellerie, le tonneau pour de la maturation d'alcool. Élevage de vin, maturation de whisky, cognac, tout ça. On a une maturation du bois déjà qui se fait, c'est séché sur des parcs extérieurs. Ça prend la pluie, parce que le chêne c'est quand même très tannique. Et les premiers tanins, ils sont un peu raides, quoi. Hein. Ça fait, si tu fais un tonneau en bois avec du bois vert, ça va être un peu violent, quoi. Bon, si on met de côté tout l'aspect mécanique, hein, qui fait que ça va bouger vraiment beaucoup et que au niveau gustatif, ça va être violent, très astringent, ça va pas être bon. Donc tu as déjà une maturation qui se fait pendant le séchage, ça dure 2 ans et demi, 3 ans à peu près pour avoir du bois qui va être correct pour l'utiliser. Donc quelle section à peu près 3 ans de séchage avant de faire un tonneau? 27, quoi. C'est la plupart du temps. Oui, voilà, en gros, c'est 1 centimètre par an, quoi. Pour le séchage naturel. Et tu as la pluie qui va jouer un rôle aussi, parce que ça va lessiver un peu les premiers tanins. Alors après, si c'est bien fait, normalement, tu as des piles déjà qui sont assez aérées, tu vois, c'est pas en pile morte. Hein, faut que ça soit... Il y a des petits tasseaux, l'air circule au milieu, etc. Et puis, il faut que ça soit changé régulièrement, tu vois, que ça soit pas toujours le même bout de bois qui est au-dessus. Et puis, bon, il faut faire ça... Que ça bouge, quoi, que tous les morceaux de bois aient à peu près la même maturation. Puis tu as les saisons aussi qui vont jouer sur le bois au niveau de... Parce que toi, par exemple, on posera d'ailleurs toutes ces questions aussi à John après, mais toi, par exemple, quand tu travailles, parce qu'on est bien d'accord, c'est essentiellement du chêne. 99,9% de ce que tu fabriques, c'est du chêne. Quelqu'un demain qui t'appelle en te disant « Moi, je veux une baignoire en charme, en hêtre », tu lui dis « Mais vous prenez pour qui? Cassez-vous » Je lui dis « Si vous avez le bois, je veux bien. » Parce que tu vois, moi, j'ai pas non plus de réseau au niveau des fournisseurs de bois et tout ça. J'ai pas de... Mais d'ailleurs, même le mérandier propose peut-être même que du chêne. Ah, lui, il fait que du chêne, Oui, parce que ça se trouve, tu lui dis « Je veux du charme fendu », peut-être il dit « Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ?» Alors, l'utilisation du chêne en tonnellerie, c'est quand même assez récent, si tu te places sur l'histoire de la tonnellerie, hein, qui est quand même assez... ça fait à peu près 2000 ans, un peu plus. Le chêne, il est utilisé quand même majoritairement maintenant parce qu'on fait des objets qui vont avoir un intérêt gustatif, tu vois, maturation d'alcool. Donc, le chêne, il est intéressant pour ça. Si tu remontes au départ, les premiers tonneaux que tu trouves dans l'Antiquité, ils ne sont pas du tout en chêne. Hein. Ah ouais? Ils sont tous c'est du résineux, c'est du pin. Résineux, mais par contre, du coup, la tenue n'est pas la même. Sur du résineux. Non, mais c'est pas les mêmes contraintes. Le choix du bois, il est adapté à l'utilisation que tu vas faire de ton fût. Et à cette époque-là, l'utilisation des tonneaux, c'est pas du tout pour mettre du pinard dedans, du bon vin et le maturer. Des olives, des machins. Transport. Au départ, c'est une caisse de transport, le truc. Qui peut rouler, donc qui peut rouler facilement. Tu vois, tu mets ça en balance avec à la même époque, c'est les amphores. L'autre moyen de transport. C'est un peu ce qui a remplacé l'amphore, d'ailleurs. C'est ça, Et en gros, si tu compares les deux, l'amphore, il faut la porter, il faut être souvent 2, c'est lourd. Si tu prends le rapport du poids du contenant par rapport au contenu que tu peux mettre... en volume. Voilà, l'amphore, c'est en gros 1 pour 1. Quoi. Si c'est une amphore de 100 litres, elle va peser plus ou moins 100 kilos. C'est l'enfer. C'est ça. C'est l'amphore.
C'est l'amphore. Si tu prends un tonneau, alors un fût, allez, on va prendre 200 litres à peu près. Je te parle ça parce que c'est la contenance moyenne des fûts qu'on fait maintenant. Un fût de 200 litres en chêne, il fait 40 kilos, quoi. Ça roule, c'est manipulable. Une personne seule peut, même un fût qui est plein, peut le faire rouler, le faire basculer, tu peux monter des marches, tu peux faire plein de trucs, quoi. Et puis c'est d'une solidité, pardon, je vais y arriver, incroyable. Hein. C'est ça. Et au pire, s'il y a un morceau qui casse, tu peux le changer, tu vois. C'est réparable vraiment à l'infini. Et en archéo, ils ont trouvé des trucs de réparation de tonneaux, de recyclage de tonneaux qui ont été réutilisés après pour d'autres usages. Des trucs assez incroyables, quoi. La première source pour les archéologues au niveau des tonneaux, là où tu en trouves le plus, c'est parce que ça a été utilisé en cuvelage de puits. Tu vois, il faut remonter un petit peu à l'époque, à l'Antiquité romaine, tu vois. Et en gros, sur une ligne qui suit le Rhin et puis le Danube, là, tu as des tonneaux, mais une quantité assez importante de tonneaux qui ont été trouvés, parce que tu avais des garnisons romaines, tu vois, tu avais des militaires romains qui étaient... Ça tisannait à l'époque. Ça tisannait un peu, tu vois. Et en gros, ils surveillaient la frontière, les mecs, pour éviter que les barbares viennent, en gros, envahir le monde civilisé. Mais les mecs, fallait les nourrir, donc il y avait pas mal de transports qui étaient faits avec des tonneaux pour du ravitaillement et tout ça. Et pour la flotte, ils creusaient des puits. Et pour faire des bus, quoi, tu vois, cuvelage de puits, ils prenaient des vieux tonneaux, ils faisaient sauter les deux fonds, et puis ils en empilaient 1, 2, 3 comme ça. Et une fois que le truc est abandonné, que le tonneau, tu vois, le bois, il se retrouve pris dans la terre, dans la flotte, un milieu saturé en humidité, ça permet de le conserver pendant des centaines d'années, ce qui fait que les archéos les retrouvent après dans des états de conservation terribles. Première source en archéo, cuvelage, quoi. De quoi ? Ils se fossilisent presque, un peu comme le Morta, tu sais, un peu le même... Moi, je connais la Morteau, mais je connais pas le Morta. Non, mais c'est quoi le Morta ? Morta, c'est en gros, c'est ce qu'on appelle le chêne des marais. Ouais. Ah oui. Le Morta, c'est vraiment parce que tu as différentes... pas qualité, mais vieillesse de chênes des marais, donc des chênes qui sont tombés souvent naturellement dans des tourbières et du coup qui ont été ensevelis comme ça dans cette tourbe-là, qui se chargent en minéraux, qui se fossilisent presque en fait à l'intérieur, ça pourrit pas et du coup après ça s'achète, ça coûte extrêmement cher forcément parce que c'est extrêmement, il y a des arbres qui ont plus de 4000 ans. Hein. Qui ont traîné 4000 ans dans la flotte, dans la tourbe, et du coup le bois est quasiment fossilisé, donc c'est du coup très dur. Enfin oui, le Morta c'est vraiment donc le plus vieux. Chêne des marais, il est un peu moins vieux, quoi. Il est un peu moins traîné dans cette tourbière-là. Et donc, tu as une couleur de chêne qui est quasiment noire, en fait, quoi. Donc, tu as différentes nuances en fonction, pareil, de l'ancienneté. Et ça se travaille en ébénisterie. Oui, ça existe en plaquage aussi. Mais il me semble, je sais pas s'il n'y a pas un mec qui faisait des couteaux comme ça, avec des manches de couteaux, des trucs comme ça, je sais pas qui s'en servait pour faire ce genre de choses. John, toi, tu t'es déjà intéressé à la tonnellerie ou aux techniques? Parce que ça m'étonne, figure-toi, parce que je sais que tu es un technicien. Et la tonnellerie, parce que moi, quand j'ai été filmé, Cyril, on va pas se mentir, moi, j'avais envie de m'ouvrir les veines. Parce que si tu veux, moi, je regardais et je m'estime être pas trop con au niveau manuel. Hein. Et je me disais, mais qu'est-ce qui branle? Je ne comprends rien. Comment il va arriver à un résultat? Et Cyril, non, c'est facile. Alors, il a 200 gabarits qui s'est fabriqué. Paf, tiens, je rabote là. Pif. Et à la fin, pouf, un tonneau. Alors, à la fin, ça marche, Pour les angles, peut-être pour les angles de chaque. Alors, je me suis dit, peut-être que toi, qui es quand même un technicien, parce que après, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Mais c'est vrai que oui. Je sais plus ou moins j'ai compris plus ou moins le process de fabrication d'un tonneau, mais tu vois, c'est vrai que je suis aussi impatient, peut-être pas aussi impatient que toi, mais de voir le documentaire parce que c'est vrai que c'est être en immersion là-dedans, c'est ça doit être fou. Stage, non? Ouais. Il y a trop de goût aussi. Hein. Est-ce que ça t'a jamais traversé l'esprit de prendre un peu des stagiaires ou de dire 2 jours par mois, je vais ouvrir mon atelier pendant 2 jours et je vais accueillir 5 personnes maximum pour leur apprendre à faire un petit projet ou des bases ou... Plus ou moins. Ah, je vais faire... teaser. Je vais faire une réponse mitigée. Non, tu sais, j'ai passé 15 ans à aller
partout en France, puis un petit peu autour, aller faire des démonstrations, justement sur des fêtes médiévales, des fêtes des vieux métiers, fêtes des vendanges, des trucs comme ça, où j'allais, mais vraiment, j'en ai fait beaucoup, montrer. Je trimballais tout un petit atelier. Bordel, ouais. Et je montrais la fabrication et j'expliquais les petites mathématiques. Il n'y a pas grand-chose, c'est pas compliqué en maths, mais c'est fabuleux. Enfin, l'utilisation des maths pour un truc très concret et des cas pratiques comme ça, enfin, je trouve ça merveilleux. Expliquer tout ça, puis montrer le cintrage au feu. Je faisais du cintrage, j'ai cintré les tonneaux dans toutes les conditions possibles. Partager ça m'a vraiment beaucoup plu. Après, j'ai arrêté pour des raisons personnelles, parce que tu vois, il y a les enfants. Moi, j'ai pas envie d'être toujours en vadrouille. Tu vois, au bout d'un moment, tu as plus envie d'être à la maison avec ta femme et tes enfants, parce que l'atelier, il est à la maison aussi. Ouais. Donc maintenant, c'est plus ça. Et accueillir du monde à l'atelier, c'est une autre démarche, tu vois, parce qu'on est... je suis pas un ours, mais j'aime bien ma petite tranquillité. Mais comme je te comprends. Il est dans son atelier. Tu vois, et en fait, je crois que j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui viennent si tu viens dans mon atelier, moi, des fois, je relève la tête, tu sais, je regarde, et ce que je vois dans mon atelier, je suis à l'intérieur de ma tête, tu vois. En gros, c'est une extension. Tu vois, c'est une grotte, quoi. C'est un petit truc, c'est tout. J'ai pas, en fait, j'ai pas trop envie qu'il y ait beaucoup de gens. Je le fais très rarement. Ça peut arriver, mais ça va pas être un truc officiel où je vais proposer des stages de formation et tout ça. Tu vois, il faudrait à la limite que je fasse ça à un autre endroit. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, parce que c'est un truc très personnel, très affectif que j'ai avec tout cet atelier-là. Et ça, c'est ça qui est très important. Moi, ça me fait penser à la dernière matinale qu'on a fait avec Alain Montard, le vitrier. Miroitier, façonneur sur glace. Voilà. Un artiste gentil. Eh ben, il aime transmettre, il aime tout, mais c'est quand je vais chez lui, je sais pas si tu as déjà été, moi j'ai déjà été. D'abord, c'est un bordel. C'est une vie de métier. Donc, tu veux, il y a 70 mètres carrés et tu dis, mais t'as réussi à faire rentrer 300 mètres carrés de merdier dans 60. T'as des empiles, t'as des machines qui sont empilées sur des machines, tu vois. D'accord. Mais tu le vois évoluer là-dedans, il n'y a pas de recherche de gloire, d'honneur, de quoi que ce soit, c'est sa grotte. C'est un endroit où il arrive, il se sent bien, il allume son petit poêle à bois, il machin, et presque même si tu vas lui dire « Dis donc, faudrait ranger », il va te dire « Dis donc, si t'es pas content, on va te faire foutre plus loin, et puis arrête de m'emmerder ». Et parce que c'est un prolongement, je trouve d'ailleurs que c'est même très propre à l'artisanat. Ouais. C'est très propre à l'artisanat parce que c'est pas un business comme les autres. C'est-à-dire que c'est vrai que... Bon, ici, c'est un endroit où moi, j'évolue. Mais quand je suis dans mon petit atelier, c'est vrai qu'il y a une partie de nous-mêmes. L'artisanat, en fait, dans chacun de tes projets, il y a un morceau de toi. Quand tu livres une pièce, généralement, que tu l'aies conçue avec ton client, tout ça, tu as mis ton savoir-faire, tu as essayé de trouver un truc pour lui, enfin tu vois, un truc personnalisé et tu lui files un bébé quoi, quand tu as fini une pièce. Je pense qu'il y a de ça aussi un peu. Ouais. Et tu ressens la même chose, toi, John? Alors moi, après, c'est un peu différent parce que je suis un peu maniaque du rangement. Donc, ça, tu vois, j'ai... névrose. Ouais, voilà. On a tous des tocs. Hein. Et moi, j'arrive pas à me concentrer. Et je fais beaucoup plus de conneries si c'est le bordel que si c'est rangé, en fait. Mais ça visuellement. Ça peut être un bordel organisé. Ce que je veux dire, c'est qu'un tas de planches peut sembler être parfaitement rangé et opérationnel pour quelqu'un, alors que pour un autre, il va dire mais comment tu peux laisser des planches piquées comme ça, elles sont pas sûres, tu vois ce que je veux dire. C'est pas contradictoire. Parce qu'en fait, une vision bordélique comme Alain, c'est sa vie. Une version ultra rangée, c'est ton atelier quand même. Et toi, ce serait à l'inverse. Lui, voilà, pour lui, si c'est dans cet état-là, c'est vrai comme tu as dit en fait. Comme tu as dit aussi. Lui, il s'y retrouve parce que voilà, extérieurement. Mais moi, c'est rangé dans le sens où rangé pour tout le monde. Ouais. moi, c'est vrai que je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que j'aime avoir mon petit bordel. Par contre, j'ai des tocs absolus dans mon atelier. Moi, je rentre dans mon atelier les yeux fermés.
Et tu me dis, va me chercher ça. Et je pense que à tâtons, j'y vais, je te le ramène. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, tu vois. Pour moi, il y a autre chose aussi. Dans nos métiers, il faut faire attention d'un point de vue purement sécuritaire aussi. Tu vois, si c'est le bordel, qu'il y a des rallonges au milieu de la pièce, que tu peux tomber, que tu peux machin, c'est sous-optimal. Mais ensuite, c'est aussi l'aspect pratique où tu mets pas 1000 ans à trouver, à rechercher ton outil, quoi. Donc après, voilà, chacun organise son travail comme il le veut, et ça peut être, comme Didi, du bordel organisé, ou même si c'est le bordel, tu sais que le marteau, il est toujours à cette place-là. C'est exactement ça. C'est quoi l'atelier parfait d'un ébéniste ou d'un tonnelier? Ça fait quelle taille? Ça fait... on y trouve quoi? C'est parce que vous avez tous les deux des univers quand même créatifs, je dirais. Même si au final, toi, c'est plus fonctionnel. Oui. Parce que tu fais du créatif avec, on l'a vu, des petits mobiliers du type baignoire, etc. Mais ça reste quand même un outil pratique et fonctionnel qui a une utilité. En ébénisterie, c'est plus artistique, si je peux me permettre. Ouais, alors, tout à l'heure, tu me demandais pourquoi je m'intéressais pas à la tonnellerie ou des choses comme ça. Je pourrais pas faire un métier comme ça, parce que pour moi, c'est trop répétitif. Alors, peut-être que je me trompe totalement, mais... Enfin, surtout si c'est que des tonneaux. Toi, c'est un petit peu différent parce que tu fais comme beaucoup de choses différentes. Pas que des tonneaux, mais quelqu'un qui ferait que des tonneaux, bah, il fait que des tonneaux, quoi. Ouais. Au bout d'un moment, c'est vrai que moi, personnellement, quand je finis une pièce, j'ai qu'une envie, c'est de faire tout sauf exactement la même pièce que je viens de faire, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est ce côté-là aussi, pour rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Ton atelier de tes rêves en ébénisterie serait quoi? Parce qu'un ébéniste, il n'a pas besoin d'avoir 300 mètres carrés. Non, après, ça dépend de ce qu'il fait, en fait, quoi. Si c'est de la grosse pièce ou de la petite pièce... Mais enfin, toi, dans ton cas, ton rêve d'atelier, ce serait quoi? 50, 100 mètres carrés, 200? Moi, j'aimerais bien pouvoir... stocker du bois à l'intérieur. Ouais. Une partie à l'extérieur, une partie à l'intérieur, pour des raisons pratiques, quoi. Mais ouais, beaucoup plus de place entre les machines, parce que là, moi, dans 28 mètres carrés, avec tout ce que je t'ai dit, c'est l'enfer. C'est l'enfer, franchement, c'est l'enfer. C'est l'espace, en fait, qui va te rester. Exactement. Hein. Quitte à, justement, s'étaler un peu, quoi. Parce que c'est vraiment... Ça, c'est vraiment important. Ouais. Des notions de confort, peut-être, je sais pas. Ouais, et puis avoir suffisamment de hauteur sous plafond pour pas... Enfin, moi, à chaque fois que je bouge un morceau de bois, même un truc qui fait qu'un mètre 50, je suis là en train de regarder si je vais pas toucher un truc. Et 9 fois sur 10, ça touche, quoi. Et j'aimerais bien, des fois, pouvoir... Allez, hop, tu vas à la dégo, enfin, non, mais c'est sûr, de l'espace, quoi. L'espace, ouais. C'est vrai que moi, par exemple, quand j'ai fait mon atelier, j'avais des critères. Donc, je voulais pas que ce soit trop petit, j'avais pas besoin que ce soit très grand. Parce que j'aime... je sais pas, j'aime aussi... je savais que j'allais être seul dedans, donc j'ai pas besoin de faire 35 mètres pour aller à une machine, tu vois. J'ai un pote qui est charpentier, il a un atelier, il fait 1000 mètres carrés. Il a 4 toupies. Bon, bah... ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même quand je vais chez lui, c'est pas assez... Je sais pas comment m'exprimer. C'est pas assez... Moi, j'ai grandi dans les vieux ateliers. C'est pas rassurant. Ouais, c'est ça. C'est pas chaleureux, rassurant, réconfortant. Ouais. J'ai grandi, tu sais, dans des ateliers. Moi, j'adorais aller... Vous avez peut-être connu ça. Je sais pas, peut-être quand même. J'adorais aller chez ces vieux quincailliers où ça ressemblait au mec qui vend les baguettes dans Harry Potter, tu sais. Dis donc... Alors, t'arrivais, c'est un vrai bordel. Oui. Attendez, oui, il y a quelqu'un? Oui, j'arrive. Le mec, il est à 6 mètres de haut sur une échelle coulissante. Dis donc, cherche des hameçons pour la pêche en 18. Ah, je dois avoir ça, mais je reviens. Il part, il monte, il descend, il touche des... J'adorais ça parce que je me disais, mais tu te rends compte, ce mec... Tu sais, les vieilles quincailleries. Tu rentrais dans une vieille quincaillerie, il y avait des trésors. Le mec, il te vendait... Ah oui, le mec, il te vendait... C'est le gars, c'est ça. Et elle est là. Et le gars, tu lui disais, je voudrais 6 rondelles de 8. Large ou... Alors que maintenant... Avant 90 ou après? Cranté ou pas en laiton C'est ça, le mec, il revenait au bout d'un quart d'heure, t'avais le temps de lui chouraver plein de trucs. Et non, c'est le papy revenait au bout d'un quart d'heure en disant, tiens, je te les ai... Tu disais, mais... Alors ça, c'était des trésors de patrimoine. Ouais. Tiens, d'ailleurs, j'ai appris il y a pas longtemps, figurez-vous,
que le premier CAP qui a été inventé dans ce milieu, c'était le CAP de quincaillier. Il fallait être un CAP pour être quincaillier, tellement qu'il y avait de choses. Alors aujourd'hui, tu arrives chez Foussier, n'importe où, tu dis, d'abord, ils ne vendent même plus 6 rondelles, ils te vendent une boîte de 350 que tu renverses dans l'atelier. Mais tout ça pour dire que j'aime ce côté un peu rassurant. J'ai grandi quand j'étais gamin dans des petits ateliers où tu arrivais, ça sentait bon le bois et tu avais toujours un espèce de poêle à bois. Moi, je regardais, je disais, putain, ça va prendre feu. Le mec, il ouvrait, il y avait 5 cm de poussière par terre, les cendres sortaient, tu disais, oh putain. Et non, et non, et il n'y a rien qui flambait. Le papy avait posé sa cafetière italienne dessus. C'est marrant, ce truc que je fais. Ah ouais, mais moi, j'adore. Et parmi les trucs que je voulais retrouver, c'était ça. Quand j'ai fait à taille humaine, j'ai fait mon atelier, je me suis fait mon petit poêle à bois. Et ben, je sais pas, c'est une Madeleine de Proust. Je voulais ça et du confort. Parce que j'ai travaillé depuis que j'ai 14 ans, je travaille dans des ateliers. Et en fait, c'était horrible. En hiver, je me rappelle, je mettais des damarres et j'avais les doigts violets. Je disais à mon patron, mais tu peux pas chauffer, espèce de radin. Tu sais, putain. Et je me disais, mais enfin, c'est quand même pas dur de mettre. Et alors en été, donc, alors en plus, tu fais du mauvais boulot parce que t'es glacé, t'es pas bien. Et en été, pareil. Je lui disais, mais enfin, maintenant, une clim. Je veux dire, une petite clim, ça vaut 1500 balles, ça consomme plus rien, il y a un co-essayé de la pompe à chaleur, et tu travailles dans des modes... Oh, mais machin, vous êtes ben des sensibles. Et je sais pas, c'est... Eh ben, premier truc que j'ai mis dans mon atelier, une clim réversible. Eh ben, quand il y a 45 degrés, que je rentre dans mon atelier qui fait 27... Ouais, ça, c'est bon. Oh, putain. Oh là là. Oh mais c'est magique. Alors toi, c'était quoi ton atelier, et c'est encore quoi ton atelier idéal? Je suis en train de le faire. Là, je rêve d'une dalle en béton. Ah oui, t'as des prétentions accessibles. Ouais. J'aimerais des fenêtres. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Ben, en gros, si tu veux, quand t'es venu, tu vois, mon atelier, il faisait 100 mètres carrés. Et c'est une ancienne étable, tu vois. On habite dans une ancienne ferme. Je suis arrivé là-dedans, il a fallu enlever les mangeoires, enlever les machins et tout ça. Mais en gros, c'était pour les vaches. J'ai de la chance, c'est pas de la terre battue déjà. Tu vois, il y avait quand même un sol dur. Mais après, c'était pour les vaches. Donc les mecs, ils en avaient rien à cirer, quoi, du fait que ça... voilà. Au contraire, il faut un peu de pente, tu vois, pour que ça puisse s'évacuer. Et en gros, là, par terre, c'est... il y a des petits trous, il y a des marches. Mais tu sais, une marche comme ça, c'est con, hein, mais c'est... c'est l'enfer. Pour balayer. Vas-y, balaye tes copeaux. Je peste... Enfin bon, bref, c'est... Et du coup, quand on a rentré les machines, là, moi, j'avais pas la place pour tout mettre. Et puis, et c'est surtout qu'il fallait un sol à peu près correct, tu vois. Donc, en gros, tu t'en rappelles peut-être pas, mais si, tu as vu les images. Tu sais, il y a le mur du fond où il y avait tous les cerclages accrochés. Oui. Donc, ce mur-là, on a fait une ouverture dedans. Et parce qu'à côté, il y a une petite pièce qui faisait 50 mètres carrés. Donc, en gros, on a annexé... C'est l'avantage des fermes, des corps de ferme. Il y a toujours une dépendance. Tu pètes un mur, encore une. Tu te rappelles, derrière, il y avait encore 280 mètres carrés. Le problème, c'est qu'il faut refaire le toit. Voilà. Et c'est chez la voisine. Elle le sait pas, donc c'est bon. Et donc, on a ouvert et puis on a annexé cette pièce où il y a maintenant une dalle de béton. Et ça, c'était pour pouvoir rentrer les machines. Pour pouvoir les mettre dans l'atelier sur une dalle. Comme ça, t'as pas à les ressortir quand il faut faire le... Parce que c'est des mémères, elles font un poids quand même. Quoi. Ça fait une tonne 5. Et on s'est bien amusé à les déplacer, mais c'était... tu vois, tu sors d'un atelier, tu rentres dans l'autre, et puis t'as pas envie de les redéplacer 50 fois. Tu dis que vous démerderez quand je serai plus là pour les bouger. C'est ça, ouais. Et donc, on avait fait la dalle de béton dans les 50 mètres carrés. Là, les machines, elles sont là. Et puis maintenant, j'ai une marche. Parce qu'évidemment, quand ils ont fait tomber le mur, tu vois, c'était pas... Là, à côté, c'était pas... Il y avait 20 cm. Il y avait pas une chape liquide à grand coup de niveau laser. Donc, si tu veux, il y a 20 cm d'écart plus les 15 cm de dalle. Donc, j'ai une marge de 35 cm là, entre les deux parties de l'atelier. Bon. Maintenant, mon rêve, c'est que les 100 mètres carrés soient au même niveau, puis avec une dalle. Donc, c'est prévu, on va essayer de faire ça
Cette année. Tu chauffes au bois, toi, avec les chutes que tu as et tout? Poêle à bois, tu sais, les poêles cylindriques. Les brûle-tout, quoi, ce qu'on appelait les brûle-tout. Tu balances aussi bien de la sciure que du tout. Des copeaux, une poule. Les brûle-tout. Et je brûle un peu mes chutes, mais j'en ai pas beaucoup. Ouais. Tu vois, c'est des petites chutes de bois, c'est du chêne qui est super sec, donc faut faire gaffe parce que ça crame vite et fort, mais ça dure pas longtemps. Et j'ai pas assez j'ai pas un volume de production suffisant pour avoir de quoi me chauffer, quoi. Donc, mais voilà, mes débuts, et puis ça va bien. Donc ouais, je chauffe au bois. Et ce que tu disais, j'aimerais bien avoir des fenêtres aussi, parce que c'est pareil, c'est les vieux carreaux des étables. Enfin, c'est tout pourri, mais. Tu vois, faut relativiser aussi, parce que quand je vois ça, je me dis vivement la dalle, vivement les fenêtres et machin. Puis après, quand tu regardes dans l'état où c'était, quand t'es arrivé dans le truc, tu regardes des vieilles photos, ça fait toujours du bien, ça, de voir c'était comme ça. Donc, on en a déjà fait. Tu vois tout le chemin que t'as fait, t'es content quand même, quoi. Tu vois, faut se satisfaire aussi de. On s'habitue vite à chaque fois qu'on gagne un peu. Attends, tu grattes une marche, tu dis c'est bien. Bon. Il y a aussi le côté à l'ancienne. Tu sais, des vieux carreaux, que ça soit un peu plus sûr avec des toiles d'araignée. C'est ce qui fait le charme aussi. Ouais, moi je veux quand même garder le truc, ça sera jamais un atelier. Mais non, mais d'ailleurs, toi, dans ton métier, ce serait une terrible erreur de tout stériliser. Les gars, on a carrelé, on a tout peint en blanc. C'est facile à nettoyer, c'est nickel. L'enfer. Faut garder quand même moi, faut que ça me plaise, tu vois. C'est comme tu l'as dit, c'est une grotte, c'est un refuge. Il te correspond ton atelier, tu vois. Et on a chacun notre truc. Toi, il faut que ça soit bien rangé parce que ça te rassure, que ça soit bien rangé pour parce que tu sais retrouver tes outils tout de suite et tout ça. Moi, j'ai un peu plus de bordel. Il va falloir quand même qu'on avance. Donc on avait préparé une poignée de questions. Alors on vous réinvitera bien sûr, mais sinon on va finir à 20h30. La transmission du savoir-faire et l'apprentissage, messieurs. On a 2 professionnels qui sont pleins de talent. Est-ce que vous formez un peu des gens? Vous avez envie, pas envie? Vous pouvez pas? Vous y avez déjà pensé? C'est dans les projets? Comment ça se passe? Moi, je suis contacté assez régulièrement. Alors, le truc, c'est qu'il il n'est pas connu, mais il y a un CAP de tonnellerie qui existe. Il n'y en a pas beaucoup, il y a 3 écoles, tu vas voir, c'est situé un peu... Il y en a une qui est à Beaune, une autre qui est à Cognac, le troisième vers Bordeaux, enfin voilà. Vous connaissez les combines. C'est stratégique. Donc, moi, je ne me sens pas investi d'une mission de transmission par rapport à ce métier, qui a une image de truc en voie de disparition, alors que pas du tout. C'est juste peu connu, mais ce n'est pas un métier qui disparaît. Alors... Ça dépend de quoi on parle. Comme je le fais moi, oui, on n'est pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Mais après, la tonnellerie, c'est-à-dire la fabrication de tonneaux en France, c'est une activité qui est plein pot. Mais bon, c'est de la grosse artillerie, quoi. C'est des boîtes... c'est industriel. C'est industriel, ça produit, c'est standard, qui font une taille de fût. Et en avant Guingamp, il en sort 120 par jour et terminé. Pour les petites, 120 par jour. Putain, Non, il y a des trucs de fou, quoi. Et puis ça exporte plein pot. Enfin, au niveau économique, ça a quand même un certain poids. Moi, je joue pas dans cette cour. On est bien d'accord. Donc, au niveau de l'apprentissage, il y a des CAP et il y a des grosses boîtes qui peuvent accueillir des jeunes. Après, moi, ça m'arrive régulièrement qu'il y ait des gars qui ont vu sur... J'ai une chaîne YouTube qui est un peu toute pourrie, mais qui a quand même des trucs intéressants, tu vois. Et puis on communique, ce que tu disais, sur les réseaux, on communique quand même pas mal. Donc il y a souvent des jeunes qui appellent en disant ça m'intéresse bien, est-ce que je peux venir en stage? Moi je peux pas les prendre parce qu'après tu as une question de normes. avec des machines qui ont 45 ans, qui pèsent 1 tonne 2, je sais pas si tu as bien la protection. C'est un arbre carré de fer, donc tu oui, puis t'oublies, quoi. Ils ont quelques carters de protection. On les voit tous. On a tous les mêmes. Première fois que j'étais rentré dans un atelier de menuiserie, il y avait une toupie, il y avait même pas de joue, il y avait un papillon de 50 cm monté dessus. J'ai dit mais ça sert à quoi ça? Le mec il se coupe les ongles le matin, tu sais. C'est pour faire des tenons. Quand tu la mets en route, t'as l'impression que t'as le Clémenceau qui a pareil à Toulon. Elle est où? Tu dis mais c'est pas possible. Les lumières grésillent, c'est normal. Ça j'en ai vu quand même. Avec vraiment les courroies apparentes, il n'y a aucun carter, quoi. Ah il y en avait une pareil chez un patron, c'était en restauration aussi, restauration de mobilier, et tu avais vraiment les courroies,
derrière, quoi, c'était un truc de fou. Ah bah, tu te fais prendre la main là-dedans, c'est fin du bal. Hein. Tu la retrouves contre le mur, sur une étagère bien rangée. Vous avez souvent des médailles, hein. Il manquait des phalanges, des trucs. Après, ce qui est toujours délicat quand on discute avec ces gens, c'est que ces machines étaient tellement bien conçues qu'ils disent, mais en fait, ça m'emmerde. Moi, ça fait 30 ans que je bosse avec, elle fonctionne parfaitement bien. Pourquoi la changer Alors, il y a toutes les questions de sécurité qui sont évidentes, mais c'est délicat, quoi. C'est comme si tu dis, j'ai une voiture de collection que j'adore et on m'oblige à la changer. Bon, quand t'as une Mustang Shelby de 67 et qu'on te dit, mais prends plutôt une Clio à la place, tu dis, je suis pas franc convaincu quand même. Et c'est un peu ça, quoi. Des apprentis un peu, ou des besoins, des envies, rien. Moi, c'est pareil, c'est une question de normes. J'ai pas la place, quoi. T'as pas envie pour l'instant, t'es pas prêt. J'ai pas Si, j'aurais envie, parce que mon but, comme je l'avais dit en début d'émission, c'est d'ouvrir une école, mais là. C'est 28 mètres carrés, c'est vraiment. C'est pas faisable pour l'instant. Non, c'est franchement. Après, niveau transmission, elle le fait bien. Vu qu'il y a la formation. Ah oui. J'essaie de le faire avec les canaux dont je dispose, justement, par rapport à ça, quoi. Et même si c'est pas l'idéal, on va dire, même si la formation en présentiel est pour moi a aussi ses défauts, disons, parce que ça implique d'être à un endroit à un certain moment, etc. Tout le monde ne peut pas suivre une formation présentielle parce qu'il y a la distance, il faut se loger, il y a plein de frais supplémentaires. Quelqu'un qui a un boulot, quoi, il peut pas arrêter forcément son boulot comme ça pendant un mois et suivre un stage d'1 mois, quoi. Donc l'intérêt de la formation en ligne, c'est justement de pouvoir suivre ça quand on veut, quoi. Donc c'est sûr que c'est différent. Tout à l'heure, on parlait de transmission, d'amélioration du métier, etc. Alors l'ébénisterie, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Les techniques n'ont jamais cessé d'évoluer. Les outils n'ont jamais cessé d'évoluer. Les cols, les matériaux. Aujourd'hui, là, tu nous as amené plein de feuilles de plaquage. D'ailleurs, tu nous expliqueras un petit peu ce que c'est que ce bordel. Hein. Des trucs droits, tordus, certainement des essences rares, des choses. Mais en tonnellerie... Est-ce que le métier a évolué, ou est-ce que s'il y avait un tonnelier qui rentrait, un tonnelier d'il y a 400 ans qui rentrerait dans ton truc, à part peut-être une rabot d'égo, il aurait l'impression... Pas perdu, à part le côté un peu électro, mais... il serait pas tellement perdu, quoi. Non, mais c'est impressionnant. Moi, dans le travail que je fais, c'est une partie qui me fascine vraiment. Tu vois, je suis remonté de plus en plus dans l'histoire de la tonnellerie pour... faire des trucs qui correspondent à ce qu'on me demandait. Voilà. Et du coup, en bossant avec des archéologues, j'ai eu l'occasion d'avoir dans les mains des pièces qui avaient pas loin de 2000 ans. Tu te prends un choc, mais terrible, parce que déjà émotionnellement, tu vois, t'as le côté, tu tiens tu fais ça. Non, mais il y a une magie. Le côté répétitif, c'est marrant, hein, comme on n'a pas du tout les mêmes... Les mêmes envies, puis le même truc. Moi, j'adore ça, au contraire. Tu vois, fabriquer, ça me lasse jamais, parce que j'adore ce truc, et d'aller vers de plus en plus de précision et d'optimisation du même truc. Voilà, moi, ça me fascine. Et quand tu as dans les mains un bout de bois qui fait partie c'était pas un tonneau, c'était un seau, là, pour le coup, un seau de puits. Tu as tout le truc que tu fais depuis 20 ans. Tu le connais bien, tu sais, le geste, et tu vois le bout de bois qui a 2000 ans, tu sais que tu vois, tu as une connexion directe avec le Gugus qui a fait ça, avec rien de magique, tu vois, mais ça te relie instantanément à ça, et c'est la même chose. Mais c'est impressionnant, c'est la même chose. C'est dingue, c'est des sensibilités que moi j'avais ressenties. On avait fait un reportage sur un charpentier. Il n'y a pas longtemps, là, un beau reportage, compagnon qui rénovait, et c'était une maison à colombage. Et on est arrivé à un moment, alors on a laissé 2-3 passages, mais il y a eu plein de trucs en off, mais à un moment, je faisais presque un câlin et il me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, mais... je te jure, hein, mais même moi, les mecs ont dû me prendre pour un taré. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Non, mais je te jure, je faisais un câlin à ces bouts de bois, et je disais, mais... Je suis en contact, je suis en train de toucher un bout de bois qui a 600 ou 700 ans, qui est encore là et sur lequel quelqu'un a travaillé un jour avec plaisir, passion, amour. Et aujourd'hui, la marque qu'il a fait au ciseau à bois, il y a 600 ans, je l'ai sous les yeux, elle passe sous mes doigts.
Je sais pas, il y a une ça fait sorte des trucs, de... hein. Ah mais moi ça me... moi ça pareil, fait des trucs, tu te dis... oh la vache, tu sais. Et puis j'essaye de... Ça c'est une partie de l'artisanat qui moi m'a toujours fasciné, c'est... Je sais pas, ça c'est peut-être une part d'ego, hein, ou je sais pas, de laisser une trace. Et je me suis toujours dit, quand je vais clapser, quand je vais passer l'arme à gauche, etc., sur tout le travail que j'aurais fait dans ma vie, qu'est-ce qui va rester? J'imagine ce pauvre mec qui était peut-être à l'époque à moitié un gueux, hein, qui a fait le saut que t'as fait, ou alors qui a fait l'espèce de charpente qui avait rien d'extraordinaire avant. Aujourd'hui, on est là et on a leur travail dans les mains. Je me dis, mais ce mec, qu'est-ce qu'il penserait? Tu sais, c'est comme quand tu hérites d'un outil de ton grand-père qu'il tenait de son grand-père. Eh ben, tu te dis, mais t'imagines ce vieux-là, avant qu'il nous quitte, il est peut-être venu à la maternité, il nous a peut-être vus grands comme ça. Oh, mon arrière-petit-fillot, tu sais, mon petit-fils. Moi, quand je suis né, il y avait 5 générations. Tu sais, il y avait un article dans le journal, c'était marqué « Ma fille va dire à la fille que la fille de sa fille pleure. » Tu vois, parce que toutes les mamans dans notre famille sont très jeunes. D'accord. Ma grand-mère a eu ses enfants à 17 ans, etc. Donc, si tu veux, on s'est retrouvés. Moi, j'avais une arrière-arrière-grand-mère. Qu'à voir. Donc, si tu veux, tu te dis... que cette dame, j'ai aucun souvenir. Elle m'a vu grand comme ton bout de bois là. Aujourd'hui, je suis là et j'ai dans les mains un outil qu'elle se servait tous les jours. Putain, mais je sais pas, moi ça me fout. Tu te dis, mais c'est incroyable. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais il raconte une histoire. C'est ça. Patine. Non mais regarde le marteau. Mais regarde la quantité de métal qui a dégagé sur le côté. C'est ce que je veux dire. Tu vois, il est. Eh oui. Ah ouais. Il en a vu lui des coups. Hein. Ça c'est une histoire. Ouais. Ça c'est celui-là, tu vois, c'est le premier marteau qu'on m'a mis dans les pattes quand j'ai fait mon apprentissage. Et puis voilà. T'imagines? Je lui fabrique son histoire, tu vois, si tu veux. C'est un facom, mais mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, quand ils trouveront le marteau qui vont retrouver ça, je sais pas où, ils vont dire oh là là, tu vois, T'as jamais vu chez les vieux compagnons, j'y ai vu. T'en as peut-être vu de ça. Les massettes de tailleur de pierre ou quoi que ce soit qui se transmettent de génération, il y a les empreintes des doigts dans les manches, dans le bois. Ah oui, à force à... Le truc, moi je me sers de lui, il était à mon machin, le truc il a 200 ans. C'est ça. Oh putain. Il y a les traces des doigts. Il est dingue parce qu'il est fait sur sa main. Oui, il y a les traces des doigts sur le manche. Tu te dis, putain, c'est quand même incroyable. Quoi. Alors après, tu vas faire Artibat, on dit, essaye plutôt ce truc en composite, c'est anti-rebond. Tu dis, attends, tu te fous de ma gueule. C'est quoi votre outil fétiche? Truc qui te représente à mort, soit que tu peux pas t'en passer. Il n'y a pas un jour quand tu fais ton travail où tes outils fétiches. Alors, en manuel, je dirais que c'est la guimbarde parce que c'est pas du tout un outil que j'utilise tous les jours par contre. Mais c'est vrai, en fait c'est clairement une défonceuse manuelle. T'as une affinité avec ça? Ouais, je trouve ça génial. Quoi. Ça fait pas longtemps que j'en ai une pourtant, mais il y a un peu cette notion de magie, d'héritage. Tu vois. Il se passe un truc quand tu utilises des outils, même neufs, mais de grande qualité. En plus, si c'est des outils qui ont été hérités, qui ont une histoire, c'est encore mieux. Mais il y a toujours ce truc que tu utilises à la main, et tu te dis, putain, c'est hyper ingénieux au niveau conception, quoi. Et puis le pire, c'est vraiment ça. Tu rabotes tu dresses un fond d'entaille de manière parfaitement plane, comme si tu le faisais avec une défonceuse, si tu veux. Ouais. Et c'est génial pour faire des tenons, par exemple, des choses comme ça, ou des mi-bois, des choses comme de manière très précise. Est-ce qu'on n'a pas oublié ces techniques? Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est fasciné par la défonceuse parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des technologies incroyables. Mais la guimbarde, c'est peut-être 800 ans ou 1000 ans d'utilisation, alors que la défonceuse, il y a 50 ans, ça existait à peine. Ouais. Est-ce qu'on n'oublie pas un peu ça? Quelqu'un qui corroie... Moi, chez mon grand-père, il y avait un rabot en bois d'1,20 m. Une varlope, oui. Une varlope. Et il me dit, mais j'ai fait des tables avec ça. Moi, rien que d'y penser, je saignais. Je lui disais, mais il faut être taré. parce qu'il n'avait pas le choix, en fait. Oui. Voilà. Oui. Non, mais je veux dire, c'est incroyable. Alors qu'à l'inverse, en électroportatif, je vais étonner personne, mais la machine que je préfère, c'est la Shaper Origin. Ah bah oui, c'est une petite CNC. Même si c'est complètement différent, mais... même pas ce que c'est. C'est une défonceuse. C'est une défonceuse à assistance commande numérique. En gros, elle va corriger tes faux mouvements, t'as un écran, c'est génial. Et c'est complètement l'opposé. Et mon discours est
on va dire, mais il prône le manuel, évidemment, j'ai toujours été pour ça. Et disons qu'en fait, alors c'est assez, mais j'ai essayé de le transmettre. Les deux sont très complémentaires. Dans plusieurs vidéos, j'en ai parlé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent après dire ouais, c'est de la triche, tout ce qui est CNC, machin et tout. Je pense qu'il faut quand même savoir travailler, on va dire, manuellement, après, en utilisant après les machines électriques et d'autant plus les machines, les CNC, les trucs comme ça. Mais après, on va dire que je la réserve à vraiment des trucs très spécifiques qui seraient soit trop long à faire d'une autre manière ou alors impossible. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, les deux sont pas incompatibles. Ouais, moi, c'est pas parce que quelqu'un fait un sertissage que ça fait de lui un plombier. Ce que je veux dire, c'est que... Mais ça ouvre le champ des possibles, en fait. Ouais. Et après, c'est en fonction de tes connaissances et ce dont tu as besoin que tu vas aller chercher une shaper ou un truc plus basique ou une affleureuse pour faire un chanfrein. Tu me dis, j'ai un chanfrein à faire autour d'une table, je prends une shaper. Mais tu prends un outil dans la tête. C'est complètement con. Tu vas prendre plus de temps. Enfin, voilà. Faut pas perdre le bon sens aussi. Il y a des choses qui peuvent t'aider et te permettre d'accéder à autre chose. Mais les bases, elles sont toujours là, quoi. Et puis sur des tâches, des fois, qui sont pas tellement valorisantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, à part pour l'amour du geste et du métier et pour un délire personnel que tu as envie de faire, c'est ridicule de dresser un plateau à la varlope. Oui, il y a une notion de rentabilité aussi. Non, et puis même, je veux dire, là pour le coup, ça n'a aucune valeur ajoutée. On pourrait se dire, oh, je vais me le faire parce que, allez, c'est mon petit plaisir, je veux savoir faire, etc. Mais aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt. Mieux vaut mettre ses compétences et son savoir-faire dans autre chose, dans un bel assemblage, dans quelque chose, plutôt que d'essayer de reproduire le travail d'une Rabot d'Ego qui de toute façon est tellement aujourd'hui efficace que ça n'a pas de sens. Cyril, même question. La plane. La plane ? Ah ouais. Outil fétiche. Ouais. Un outil à main, pourquoi ? Parce que ça sert tellement à tout. Déjà sur le principe, une lame et deux poignées. Ouais. Et c'est fabuleux comme outil. Tu parlais de l'île déserte. Tu fais plein de trucs avec une plane. La plane, moi je suis un peu... je m'en sers tous les jours, vraiment tous les jours, pour de la finition principalement. Tu arrives à faire une très bonne finition parce que tu ponces rien. Ah rien, non. Bah, finition à la plane. Alors, on revient sur le bois fendu et droit de fil. Hein. Ouais. Oui. D'accord. Si j'essaye de faire ça sur un litho en rentrant, je vais faire de la merde. Ça va pas aller. Ouais. Bah, tu vas soulever un truc et puis ça va pas aller. Si tu as des nœuds, c'est pas le top. Mais vu le bois qu'on travaille, la plane, c'est idéal, quoi. C'est pas le plus rapide pour faire des finitions, mais c'est le plus agréable et puis c'est très efficace. J'avais vu un ancien faire ça en bois fendu d'ailleurs, en manche de pioche. Ah oui. Et un papy, il faisait tout à la plane, pareil, et bois refendu et en avant Guingamp. Ouais. La plane, en électro. En électro, ça dépend. La raboteuse. Ouais. C'est vrai que ce serait... Putain, moi, si demain, tu m'enlèves ma raboteuse, je crois que je préférerais qu'on m'enlève ma scie, parce qu'au pire, je sortirai un rail, une plongeante. Mais alors, la raboteuse... Rabot d'Ego, c'est quasiment... Ouais, là, quand même, tu t'enlèves ça... Là, tu retournes à l'âge de pierre. Hein. Ouais. Mais après, voilà, comme j'ai rentré pas mal de machines récemment, moi, je te parlerais bien de la rogneuse, mais ça va peut-être pas te parler. C'est la rogneuse ? C'est une machine fabuleuse. En gros, tu sais, à l'extrémité des tonneaux, t'as les fonds. Oui. Pour emboîter le fond, t'as une rainure qui s'appelle le jable qui fait tout le tour. T'as un petit chanfrein qui est sur le bord, là, tout le tour du tonneau. Un petit chanfrein. Puis une partie qu'on appelle le padasse. En gros, tu t'égalises toute la surface, tu fais un truc correct pour pouvoir après tailler le jable. Pour que ça soit bien, pour qu'il y ait une question d'étanchéité, que ça soit bien. Tout ça, tu le fais à la main, avec des espèces d'herminettes, tu vois, qu'on appelle une hasse. C'est une herminette qui a un fer assez recourbé, puis un angle très fermé entre le manche et puis le fer. Et tu vas tailler ton bois comme ça à la main, et pour faire le chanfrein, le padasse. Après, il y a un jabloir pour faire le jable. C'est un espèce de trusquin, mais qui fait... Tu vas pas tracer, tu vas creuser, quoi. En gros, tu as une table d'appui sur le bord de ton tonneau, et puis un fer qui vient creuser. Et la rogneuse, elle fait tout ça.
C'est-à-dire que t'as une espèce de grosse couronne où tu viens enquiller ton fût dedans. Un porte-outil, mais... immense, enfin, c'est un truc, c'est une tête, aux normes, bien sûr. Aux normes, toujours, évidemment. Celle que j'ai rentrée, là, elle est... Mais vous m'aviez dit que c'était aux normes, j'ai dit énorme, j'avais pas dit énorme. On n'a pas dit de quelle époque. Ouais. Et sur celle que j'ai, les paliers, ils sont en bronze, tu sais, t'as pas de roulement. Ah ouais. Des trucs à bain d'huile et tout ça, enfin, c'est merveilleux. Et donc la rogneuse, elle fait ça, elle fait le chanfrein, le padasse et le truc. Ça a changé ma vie il y a 2 ans, tu vois, parce que j'avais pas de quoi faire ça. Et là, je dois dire que tu goûtes un peu au truc de... Tiens, c'est pas tu mets mal, un pied dans le confort quand même. Ouais. Et oui, parce que moi, quand j'y avais été, tu faisais ça à la défonceuse encore. Pour les petites pièces, et pour les plus grosses, je faisais ça à la main parce que la défonceuse, elle suivait pas. Donc, parce que vinaigrier, je fais ça à la défonceuse. Et tu continues de chauffer, de faire un feu au milieu de tes tonneaux et tout. Il n'y a pas bien d'autres solutions. De toute façon, si, ça pourrait se faire comment, à la vapeur? Ça se fait à la vapeur. En gros, ça dépend de la taille du truc que tu veux cintrer, quoi. Mais comment tu fais pour savoir qu'en haut, ton bois doit faire 2 cm et qu'il fait cette courbure et qu'au milieu, il fait... Ça m'énerve. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est impossible à savoir. Moi, demain, tu me dirais, Laurent, je te donne un challenge, je fais un tonneau. Alors, autant, il y a beaucoup de choses qui me feraient pas peur, autant là, mais je serais comme un con. Je te jure. Hein. Et puis, le pire, c'est que je saurais... Le pire, je crois que ça serait le pire pour moi, c'est que je saurais pas où me renseigner. C'est-à-dire que si demain, je vais sur YouTube et je tape comment faire un tonneau, je vais voir... Tu vas tomber sur ma chaîne YouTube. Oui, mais je vais voir un documentaire, sinon sur une grosse tonnellerie qui a été faite par France 3 où tu vois que dalle. Mais je sais pas, il faudrait trouver des livres, est-ce que ça existe? C'est un bon contact. Il y en a. Oui. J'ai pas relevé, mais je saurais pas où trouver. Non, mais quand je dis ça, mais tu les gardes tes combines, hein, j'ai remarqué. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que je saurais même pas comment... Je saurais pas trop comment m'y prendre parce que t'as un angle qui est pas le même en haut qu'au milieu que... Tu sais que je t'ai montré tout ça quand t'es venu faire. Mais tu sais que j'étais super concentré, j'étais là pour faire un film. T'étais là pour faire des images. Et c'était génial, mais c'est quand même ultra technique, quoi. C'est ultra technique, mais tu vois, on retrouve la répétition des gestes, c'est toujours les mêmes gestes. C'est pas complexe. Au niveau des mathématiques, il y a un petit calibre à tracer c'est vraiment... Si tu sais faire 2 cercles et tracer des rayons, en gros, t'as compris le principe. On se fait une petite clé. Alors, ça peut se faire entièrement à l'œil, hein, à force, tu vois, de répéter le truc. Et de faire toujours des litrages à peu près similaires, parce qu'avant, les Gugus, ils faisaient en gros... le gars qui faisait un fût de 100 litres, il faisait ça toute sa vie et roule. Hein. L'angle, tu l'as, hein, tu l'as dans l'œil, les différences de largeur, parce que t'as pas la même largeur aux 2 extrémités de ton bout de bois qu'au milieu. Au milieu, c'est plus large, puisque ton tonneau, il est ventru, t'as un diamètre plus important, donc ton bout de bois, il a plus de largeur au milieu, quoi. Le rapport entre les deux, en plus, il est à appliquer à chaque bout de bois qui n'est pas standard, vu que c'est du bois qui est fendu. On va certainement pas le raboter, tu vois, pour tout standardiser et avoir que les mêmes bouts de bois. Et oui, parce que c'est ça, quand tu regardes un tonneau... c'est ça, moi, qui m'avait choqué. Il n'y a pas un bout qui est pareil. Tu dis, tu sais, je prends SketchUp, je fais un truc, je divise tout par 10. Pas du tout. Qui fait 3 cm, l'autre, il fait 2 cm 4. J'ai souvent, parce que j'explique pas mal comment on fait ça, tu vois, sur Internet, et j'ai souvent des gens, soit des gens qui bricolent un peu, soit des menuisiers, qui me disent, il y a ce problème-là qui revient souvent. Tu vois, comment tu fais pour l'angle? Parce que moi, j'ai pris, alors je voulais faire ce diamètre-là, j'ai tant de bouts de bois, je divise par tant de bouts de bois, puis ça me donne cet angle, et je le taille et ça tombe pas juste. Alors c'est parce que c'est un raisonnement de menuisier, ça. De merde, il a failli dire. Et on n'a pas du tout le même raisonnement en tonnellerie. Tu vois, c'est pas la même démarche, parce qu'il n'y a pas un bout de bois qui est pareil, donc tu t'adaptes à chaque morceau de bois. Le but, c'est de lui donner les bonnes proportions. On n'est pas dans des mesures, on est dans des proportions. Et ça, soit tu fais toujours la même chose toute ta vie, tu l'as dans l'œil et puis tu n'as plus besoin de mesurer quoi que ce soit. Soit tu te fais un petit calibre qui est assez simple à faire, où tu vas contrôler tout ça. Mais par contre, vous autorisez, vous permettez à avoir une petite latitude sur le diamètre. Tu peux pas avoir... Pas lourd, hein. Mais enfin, écoute, si tu n'as aucun morceau qui fait la même taille...
Tu peux pas me garantir qu'à la fin, ton tonneau fait 36 cm de diamètre tous les coups. Si. Ok, alors j'ai toujours rien compris. Vous nous marquerez dans les commentaires. Ça devient un peu plus chaud quand tu as plusieurs... tu vois, sur un rond, bon, ça va. Tu as ton diamètre et tout, tu sais que ton angle, c'est ça. Si tu le fais de manière... obsessionnel, ouais. Tu vois, à force. C'est John qu'il faut regarder pour ce genre de choses. Parce que lui, il est minutieux. Hein. Ouais, bah oui, c'est évidemment, il faut. Ouais. Mais à force de pousser le truc, t'arrives à le faire. Et t'as pas, bon, sur un rond, t'y arrives assez bien. Après, sur de l'ovale. C'est pas les mêmes choses, tu vois, si tu fais oui, parce que tu peux faire si tu fais une baignoire ovale, bon, déjà, t'as deux, si tu fais une forme d'œuf, c'est encore pire, parce que t'as 3 arcs différents, et t'as des petits tracés qui sont marrants, quoi. Tracer un ov, c'est toujours intéressant. Ça s'applique très très bien à la tonnellerie, justement au niveau des changements de... Quand est-ce que tu fais ton changement de pente entre le passage où ton cercle, il a un rayon assez court, sur les extrémités de ton ovale, par exemple. Et puis sur le grand côté, bah là, tu as un point de centre qui est plus au même endroit, et puis tu es sur un diamètre beaucoup plus important. Ouais, mais entre les deux, comment tu l'as fait la jonction? Parce que c'est pas le même angle sur tes douelles, sur tes bouts de bois. Donc il faut que tu te débrouilles pour faire ça. Et c'est des tracés tout bêtes, tu vois, c'est des anses de panier, des trucs que tu connais, quoi. Oui, enfin, tout bête. Je peux te parler de 24 voies de chauffage, si tu veux. Ouais, tu m'en apprendras beaucoup, tu vois, parce que j'y connais rien là-dedans. Mais c'est des tracés, c'est de la géométrie que je trouve merveilleuse parce qu'elle a une application pratico-pratique, mais qui est où tu te dis, mais moi je suis admiratif des premiers Gugus qu'on fait ça, tu vois. Tu sais que j'ai regardé, je suis tombé sur une émission sur YouTube, ça m'a fait penser à ce que tu dis. Ah ouais. Le mec disait, un gars d'ailleurs qui était spécialisé dans l'histoire de l'art et le patrimoine, de construction, bâtisseur. Et le mec dit aujourd'hui, je vais vous parler des vieilles techniques donc de mesure. La corde à nœud, la corde à 13 nœuds, la coudée, et le mec il t'explique tout. Mais j'ai regardé l'émission, Carole elle me disait mais qu'est-ce qui t'arrive? J'avais l'impression d'être un Illuminati, je te jure, je l'ai regardé 3 fois, je te jure, il y a quelque chose ça a changé quelque chose en moi. Je te jure, une main est égale à ça, qui est égale à ça, qui est égale à ça, alors quand tu multiplies ça par ça, ça donne ça. Et en fait, le monde s'ouvre à toi. Le nombre d'or, quand tu fais ça, tu multiplies par ça, ça te donne ça. Et là, t'es là et t'es comme un con avec ton mètre à ruban de bouliste, tu sais, que t'as dans ta portière de bagnole. Et tu dis, mais en fait, je suis un blaireau. Tu sais. Tu dis, les mecs, ça fait 3000 ans, ils ont inventé des trucs d'enfoirés. Et c'était un peu pareil quand j'essaierai de vous l'envoyer, cette vidéo. Je suis tombé sur le cul, j'ai été absorbé de A à Z et je me suis dit, ben oui, c'est les maîtres étalons. Je sais pas si vous avez fait un jour mon musée préféré, c'est à Paris, le musée des arts et métiers. C'est beau ça. Oh punaise. Bah moi c'est facile, la dame elle me dit il y en a pour 1 heure pour la visite, j'y suis resté 3h30. Faut vous barrer monsieur. On ferme. J'étais et je regardais, je dis alors tu sais ça va, il y a des trucs de Vinci, il y a des mais tu te rends compte les mecs en fait tu te rends compte, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, je sais plus avec qui. C'est là que tu te rends compte quand même, sans vouloir tomber dans le drama, mais du déclin de la société. Enfin, ce que je veux dire, j'ai l'impression qu'on a eu 300 000 ans d'histoire, il y a eu un âge d'or, et là, on va pas se mentir, j'ai pas l'impression qu'on soit sur la bonne pente. On est passé des mecs qui étaient des dieux, qui fabriquaient tout avec rien, c'était des génies à tout point. À aujourd'hui, tu vas voir n'importe qui, tu lui fais faire un calcul mental de tête, le mec, il est perdu, il saigne du nez, quoi. Alors que quand tu vas dans ce genre de musée, alors ceci est un projet des premiers engrenages. Premiers engrenages. Donc tu regardes, il y a des trucs en porcelaine, en machin. Tu dates machin, cette pièce a 700 ans. Tu dis, mais il y a 700 ans, il y a un mec, tu ne sais même pas... Moi, demain, tu me dis, fais des engrenages, je ne saurais même pas faire. Et il y a 700 ans, il y a un mec qui a dit, tiens, si j'inventais l'engrenage. Allez, disciples, s'il vous plaît, vous allez m'amener du chocolat chaud et du bordel, on va se mettre au boulot. Allez, Dédé. Et le mec, il invente l'engrenage. C'est ça. Fin du bal. C'est ça. Voilà, terminé. Donc, c'est vrai que c'était quand même fabuleux. Les gars, ça a l'air de faire partie de votre vie aussi, ce travail. Là, sur ton t-shirt, je vois que c'est écrit happiness. Est-ce que ça vous rend heureux de bosser le bois?
Et dites-nous un petit peu, voilà, ce que ça vous fait en fait. Qu'est-ce que ça amène en plus? C'est ça. Moi, c'est un truc qu'on essaye d'apprendre à nos enfants, puis on y arrive, on va dire qu'on y arrive. Pour être heureux, tu vois, en gros, on base ça sur trois bons piliers. Ouais. C'est-à-dire être à un endroit que tu aimes, avec les gens que tu aimes, et faire ce que tu aimes. Si tu as ça, tu es déjà pas mal, tu vois. C'est 3 trucs solides. Si tu as les 3... Ouais, t'es déjà... Si tu as les 3, tu as une fucking base de développement personnel. Après, ça peut chahuter un peu, tu vois. Tu as des trous d'air, machin, tout ça. Ouais, mais tu as un endroit que tu aimes, avec les gens que tu aimes, tu fais ce que tu aimes, roule, quoi. Et tu vois, ça rejoint tout ce qu'on disait tout à l'heure, que moi, dans mon atelier, c'est un truc très intime. Oui. Parce que tu vois, j'arrive pas toujours à trouver les mots pour décrire tout ça, parce que c'est vraiment... Mais quand t'y es, t'es bien. Ouais, t'es bien. Ouais. Et il se trouve que l'atelier, il est chez moi. On n'est pas allé se mettre là-bas par hasard, tu vois. C'est un endroit qu'on adore, on est un petit peu reculé, tu vois. Il n'y a pas trop de il y a pas de voisins. Et puis voilà, puis on est bien. Moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je fais ça. À chaque fois que j'entre dans mon atelier, j'ai toujours la même joie, quoi, tu vois. C'est presque une énergie qu'on ressent, je dirais. Ouais. Alors après, voilà, t'as des journées de merde parce que t'es en retard, parce que machin, parce que... un truc qui va pas, mais... Et tu vois, tu as des journées à la con où il n'y a rien qui va. Bon, il faut poser les outils, puis aller au jardin. Puis aller à la pêche. Ouais, c'est ça. Non, mais il y a des jours comme ça. Mais comme on est con, on insiste, tu vois. Bah donc, on insiste. Voilà. Mais mis à part ces petits trucs-là, tu vois, quand t'es... Quand tu as tes bases, là... Tes 3 piliers. Ah ouais. Donc, en gros, globalement, tous les jours, c'est le gros bonheur, quoi, d'aller dans l'atelier et puis de retrouver mon léger bordel organisé, un peu rangé, un peu... Voilà, tu vois, tu sais où sont les choses quand même, et puis tu as des odeurs, tu as et tu arrives dans un truc que tu maîtrises aussi. Et les petits plaisirs, si je peux me permettre, de la famille que tu dois connaître, tu dois vivre, et puis j'ai vu que tu le vivais un peu, que j'ai connu aussi quand j'étais dans ces entreprises un peu familiales où tu as l'entrepôt qui est à côté de la maison, quand tu es pris dans ton travail, tu es vraiment concentré, et tout d'un coup, la porte de ton atelier s'ouvre. Et c'est ton épouse ou un enfant qui t'amène. Papa, jamais, je t'amène un café. C'est ça. Avec un petit gâteau. On a fait des gâteaux. Eh ben, des petits plaisirs tout simples qui donnent envie de chialer. C'est ça. Et c'est là que t'es sûr, comme tu dis, putain, là, ça coche toutes les cases. Voilà. Bon endroit. Là, ça coche toutes les cases. Un truc cool. Ah ouais. Après... Et après, le reste, ça peut... Le reste, c'est bon. T'en as plus rien à cirer, tu vois. C'est ça. John. Difficile d'en rajouter, hein. Ouais. Après ça, moi, il y a le côté un peu héritage qui me plaît. Je m'intéresse de plus en plus, quand j'étais en études, c'était pas trop ça, mais à l'histoire des styles. Oui. Quand j'ai passé mes diplômes en histoire de l'art, des styles du mobilier, ça me fatiguait. Je me disais, j'ai jamais aimé l'histoire quand j'étais jeune, et plus ça va, et plus je me dis, plus j'ai envie d'en apprendre sur le patrimoine de notre pays aussi, quoi. Tu vois, et maintenant, à chaque fois que je vais quelque part, même dans des églises et tout, à chaque fois, donc je me dis, ok, c'est quel style, c'est roman, c'est gothique, quelle période, machin et tout. Je fais toujours cet exercice-là d'essayer de reconnaître un petit peu avec les éléments distinctifs, les ornements, les sculptures, etc. J'essaye aussi du coup, à l'atelier, d'être entre modernité et tradition, quoi. Ouais. Tu vois, d'un peu d'allier les deux. Conserver ses racines, les ancrages. De ne pas être borné à la fois dans un sens ou dans l'autre. D'essayer de ressortir un peu des outils comme ça, ou même en marqueterie, des savoir-faire pour pas que ça se perde, en fait, quoi. Je pense par exemple à mon école qui ont fait passer un document la semaine dernière, que j'ai vu passer, d'un de mes anciens profs, pour du coup le faire signer, etc. Parce qu'il y a une pétition, quoi. Une sorte de pétition. Le rectorat leur met la pression parce qu'il n'y a pas assez de gens qui s'inscrivent en ébénisterie, tu vois. Alors, dans mon école, est-ce que c'est général à la France? Je ne sais pas, tu vois. Mais ils leur mettent la pression pour possiblement fermer la filière ébénisterie à l'école où j'ai, tu vois. C'est incroyable. Et moi, je trouve ça dommage quand même, parce que ils ont déjà supprimé le CAP marqueterie, ça n'existe plus. En tout cas, dans l'école où j'ai appris. C'était où, toi, tu as appris? À la SEPR, à Lyon. Pourtant, je veux dire, il y en a plein après qui, même si
la majorité de ceux qui ont fait de l'ébénisterie n'arrivent pas forcément à en vivre en tant que tel, c'est-à-dire vraiment en fabrication de mobilier quoi. Ça, je peux le comprendre. Mais derrière, il y en a énormément qui partent sur de l'agencement, par exemple. Et en agencement, tu as des maisons comme Volpont, je ne sais pas si tu connais, Volpont à Saint-Fond. Non. C'est de l'ébénisterie pure et dure. Ils font de l'agencement, mais ils te font des trucs... Tu chiales. Ah ouais. C'est un truc de malade, quoi. Je veux dire, il y a... C'est pas du méla avec des... Non, c'est tout plaqué, c'est tout raccordé au poil, c'est magnifique. Enfin, il y a une vraie recherche, encore une fois, une vraie recherche esthétique qui est appliquée dessus. Et ça, c'est quelque chose qui paye et c'est quelque chose qui est hyper développé. L'agencement, tout le monde te dira qu'il y a énormément de boulot en agencement de manière générale, quoi. Donc, tu peux très bien faire de l'ébénisterie et partir derrière sur un truc sur lequel il y a forcément un énorme débouché où il y a du boulot, quoi. Puis de toute façon, débouché, il y en a là-dedans, il y en a dans plein de choses. Après, ça dépend de tout. Ça dépend les prétentions que tu as. Il y en a qui partent en agencement de yacht, en agencement d'aviation et tout ça, de jet privé, des trucs de malade. Donc, j'ai vu ça passer, je me suis dit, waouh. Il faudrait que j'aille faire un reportage chez nos amis Robin. Avec les DR400, Robin Aircraft, qui sont les derniers Français... Et qui sont à fabriquer des avions en bois. Et qui sont dans une mauvaise passe d'ailleurs. Et là, ça va mieux. Là. Ça va mieux. Ouais. Bon. Ça va mieux. Ils ont un peu piqué du nez, c'est le cas de le dire. Mais ils ont tiré sur le manche et c'est reparti, ouf. Mais t'imagines, voilà, 2024, une poignée d'irréductibles gaulois qui fabriquent des avions en bois, qui se vendent dans le monde entier et qui sont réputés comme étant parmi les meilleurs avions écoles au monde. Savoir-faire français. Bon, bah voilà, c'est pareil. Tu branles quoi dans la vie? Bah, je fabrique des avions en bois. Je veux dire, c'est quand même badass, quoi. On est bien d'accord. Je pense qu'on n'a peut-être même pas bien besoin de faire un récap parce que j'ai l'impression qu'on a fait un petit tour assez grand. Par contre, ce que j'aimerais, c'est qu'on passe peut-être à l'expresso avec Anthony. Et ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ramasse tout ce qu'on a sur la table et puis qu'on en parle un petit peu là-bas, d'accord? Allez, avec plaisir. Hey, vous avez adoré cet extrait et vous en voulez toujours plus? Alors foncez découvrir la matinale dans son intégralité. Et pour ne rien louper des prochaines émissions, pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications. Allez, salut les bichons!